tous, bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin, c'est parti, nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire et même internationale, vous le verrez. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, c'est Annick Billon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de la Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes. On vous entendra notamment sur le débat autour de l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous n'y êtes pas favorable à titre personnel, vous nous direz pourquoi. Durant ces 2 heures, nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Pour cela, nous serons régulièrement en direct de la salle des conférences avec Tam Tranui. Nous irons aussi dans l'hémicycle avec Quentin Calmet puisqu'il nous fera un point sur le texte qui est débattu en ce moment même au Sénat sur l'économie circulaire. Et puis, allons plus loin. Vous le savez maintenant, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. On accueille aujourd'hui Jackie Isabello, cofondateur de Coriolink. Bonjour Jackie. Votre Bonjour, sujet Rebecca. à vous, c'est Greta Thunberg. How dare you, Rebecca? Je vais essayer de vous convaincre que le discours de Greta Thunberg est aussi important que celui de Martin Luther King. En français, j'espère. Alexis Foulin, cofondateur du mondemoderne.media. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous allez nous parler de la nouvelle polémique autour de Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, nouvelle polémique sur les barbares. Oh là, ça va faire mal. Dans le club également, Alexandre Malafaille, bienvenue. Alexandre, vous êtes président du think tank Sinopia et vous poussez un coup de gueule. Oui, sur la réforme des institutions, il serait temps de la commencer. Et je suis sûre que notre invité aura un avis sur la question. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur le projet de loi donc autour de l'économie circulaire. Sur le papier, le concept est censé faire consensus puisqu'il s'agit de transition écologique. Mais non, ça coince et ça coince sur plusieurs sujets. Nous verrons pourquoi. #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais avant tout cela, retour donc sur la PMA. On pouvait s'y attendre. Le texte suscite quelques éclats de voix. On s'aperçoit que les divisions sont profondes au sein même des partis politiques. On va en parler avec vous, Annick Billon, dans un instant. D'abord le point avec Marion Vigreux. Première grande réforme sociétale du quinquennat, le projet de loi bioéthique et plus particulièrement l'extension de la PMA suscite des interrogations et divisions au sein même des partis. Et le groupe La République En Marche au Sénat n'y échappe pas. Ainsi, le sénateur LREM de Mayotte, Abdallah Hassani, hésite à suivre la majorité et pourrait bien s'abstenir. Notre département, c'est un département particulier. 99% de la population est musulmane. C'est pas facile pour moi, mais aussi c'est pas facile pour la population de Mayotte d'entendre dire que voilà, on va voter cette loi. Autre voix dissonante du côté des Républicains cette fois-ci. Minoritaire dans son groupe, Alain Milon défend la PMA et la GPA depuis des années. En 2010, il avait d'ailleurs co-signé un texte en ce sens et une proposition de loi. Entre 20 et 25 000 naissances de PMA par an pour les couples hétérosexuels et qu'il y a des centaines de femmes qui vont à l'étranger. Donc il est nécessaire de clarifier la situation. Quelqu'un a dit un jour, une avocate particulièrement intéressante, que ce qui était impensable avant-hier, inacceptable hier, sera inéluctable demain en matière d'éthique médicale. Autour de ce texte, il y a également une part d'intime qui s'exprime. Lors des débats ce mardi, plusieurs députés ont évoqué leur expérience personnelle, certains ayant eu recours à la PMA en France ou à l'étranger. Les débats doivent durer 3 semaines et le vote solennel est prévu le 15 octobre prochain. Allons plus loin donc avec vous, Annick Billon. Bienvenue, je le disais, sénatrice centriste de la Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. À titre personnel, et je dis bien à titre personnel, vous n'êtes pas favorable à l'extension de la PMA. Pourquoi ? Alors déjà, je pense que la PMA, c'est uniquement une partie de la loi bioéthique. Pour moi, la PMA aurait mérité une loi propre, une loi sociétale. On est véritablement dans une question qui est posée à la société. Décide-t-on aujourd'hui de créer des enfants sans père ? Donc cette question, elle est très personnelle. Il s'agit d'un ressenti. Pour ma part et au sein de la délégation aux droits des femmes, nous n'avons pas démarré le travail. Je pense que le texte loi bioéthique arrivera en début d'année 2020 au Sénat. À ce moment-là, je n'ai pas démarré le travail, mais mon sentiment personnel, mes convictions aujourd'hui m'amènent à penser que je ne suis pas favorable à la PMA, à l'extension de la PMA, parce qu'aujourd'hui, on se soucie essentiellement du droit à l'enfant, on consomme de l'enfant, et il n'est jamais question dans ce projet de loi du droit des enfants. Donc c'est ce qui anime ma position aujourd'hui, et je le répète, nous n'avons pas démarré au Sénat le travail sur le
projet de loi bioéthique. C'est-à-dire, quel est ce travail pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Qu'est-ce que vous allez démarrer? Eh bien, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a eu une centaine d'auditions qui ont permis d'écouter toutes les personnes, tous les acteurs qui peuvent amener un raisonnement contradictoire d'ailleurs. Donc, il est important que le Sénat mène ce travail, parce qu'on le voit, la PMA, elle existe aujourd'hui. Il est question d'étendre les droits aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire que c'est une bonne chose, que la société doit aller vers ceci? Il faut, avant, que le Sénat mène ce travail d'audition. Nous n'avons jamais été en séance sans avoir mené un travail d'audition, un travail de consultation, un travail d'experts. Vous dites le Sénat, mais ça peut être vous, pas en tant que présidente de la délégation, évidemment, de lancer des auditions, d'auditionner des femmes? Bien évidemment, la délégation aux droits des femmes, qui, je le répète, est composée de 36 membres, toutes les composantes politiques du Sénat sont présentes, il y a des hommes et des femmes, donc forcément, il n'y aura pas de position, comme il n'y a pas de position pour les partis politiques, il n'y aura pas de position de la délégation aux droits des femmes, parce que je reste persuadée que c'est un sujet très personnel, avec des convictions personnelles que chacun doit pouvoir porter dans le respect des autres. Annick Billon, vous restez avec nous, vous allez commenter une série d'autres sujets en présence de nos intervenants du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Dans le club, je le rappelle, Alexandre Malafaille, président de Sinopia, Jacky Isabello, cofondateur de Coriolink, et Alexis Poulain du Monde Moderne.media. Jacky Isabello, c'est avec vous qu'on a choisi de commencer. Votre sujet, c'est Greta Thunberg. Ils sont de plus en plus nombreux à tirer à boulet rouge sur cette jeune Suédoise. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont raison, mais de mon point de vue, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que son discours est aussi important que celui qu'a prononcé le Martin Luther King en 1963. En fait, la Catilinaire How dare you, comment osez-vous, lancée par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg le 23 septembre à la demande de l'ONU, sous la conduite de son secrétaire général, M. Guterres, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que ce discours disposera de la même place au panthéon des gros discours que celui de Martin Luther King? Pour ma part, eh bien, je le pense. Et pourquoi? Parce que le grand gourou de la communication, Simon Sinek, qui a créé ce qu'on appelle les Golden Circle, nous explique ce qui fonde les actes, ce qui fonde les marques engageantes, ce qui fonde les discours engageants, les paroles transcendantes, ce sont avant tout les émotions. Donc King, dans son discours, fut véritablement le premier à mobiliser les émotions. Sinek dit, King, il a dit « I have a dream », il n'a pas dit « I have a plan », ce qui veut dire que l'émotion passe par les convictions. Alors certes, le discours de Greta Thunberg est un peu moins positif que celui du Dr King, le sien passait par la colère, plutôt que par celui de l'espérance, qui était le canal de Martin Luther King. C'est toutefois un panel d'émotions, parce que quand elle vous dit, et je vais le faire en français puisque vous me l'avez demandé, eh bien, je ne devrais pas être ici à 16 ans, je devrais être à l'école, je devrais être de l'autre côté de l'océan, en train d'étudier. Eh bien, ces émotions, ces larmes aux yeux, ne peuvent provoquer chez nous qu'une sincère émotion et une envie de s'engager. Alors, King, lui, mobilisait toute l'espérance d'une communauté de citoyens dont les droits ont été bafoués des centaines d'années durant dans un pays dont Tocqueville nous disait qu'il était un modèle de démocratie. Eh bien, Greta Thunberg, elle, reste factuelle dans ses reproches. Et en cela, eh bien, elle est terrible parce qu'elle nous terrorise et en même temps, eh bien, elle nous absorbe. Et ce discours, il est historique parce que ce ne sont pas que des paroles. Madame Poisson a tort quand elle affirme sur France Inter « Viens Greta, maintenant on s'assied autour de la table, on se retrousse les manches et on voit comment on fait ». Elle l'accuse à tort. Sartre disait « Parler, c'est agir ». Il soulignait assez le concept un peu ascon de performativité, c'est-à-dire que parler de quelque chose, et les politiques le savent mieux que personne, c'est déjà provoquer l'action. Et l'arc-boutant de son discours est déjà soutenu et constitué de millions de jeunes qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'être derrière elle pour pouvoir la soutenir. Et donc la force des émotions pour combattre l'impossible, parce que, évidemment,
le combat auquel Greta Thunberg nous enjoint est à ce stade complètement impossible. Ce grand modèle de décroissance qui se dessinerait, il est impossible à bâtir. Et ceci, quelle que soit la puissance du leader politique qui pourrait la soutenir. Et c'est en cela que la colère de Greta Thunberg, eh bien, elle est salvatrice. D'ailleurs, ces grands gestes, ce petit corps, cette immense colère et ces larmes qui nimbaient des yeux insondables, eh bien, cette combinatoire, finalement, elle nous renvoie à notre incapacité d'agir. Alors moi, je me dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, je trouve que cette gamine, elle est forte, à la résignation et au jérémiade d'un vieil écolo, ancien animateur de télévision, à qui on avait construit un ministère à son effigie. Je préfère défendre une jeune Jeanne d'Arc d'Airain. Pour toute la jeunesse, je l'aperçois un peu comme une héroïne nietzschéenne. Vous voyez, elle est une Überfräulein pour décliner les grands concepts de Nietzsche. Ses dieux sont morts, c'est-à-dire qu'elle veut proposer des nouvelles règles. Elle est devenue ce qu'elle était, puisque Nietzsche disait « deviens ce que tu es ». Et enfin, son handicap, puisqu'il ne l'a pas tuée, eh bien, l'a rendue bien plus forte. Et à ce titre-là, je lui décerne un coup de chapeau. Et c'est vrai que c'est assez rare d'entendre un discours positif sur Greta Thunberg, parce qu'on entend de plus en plus de responsables politiques tirer à boulet rouge sur elle. Quel est votre point de vue à vous, Annick Billon? Comment vous la percevez, cette jeune adolescente? D'abord, moi, je vais prendre un point positif. Je vais dire que finalement, c'est une jeune. On a souvent dit que les jeunes n'étaient pas engagés, que les jeunes ne se préoccupaient pas de la politique, que la politique les désintéressait. Donc aujourd'hui, on a une jeune qui a des convictions, qui est engagée, qui est très persévérante quand même, parce qu'elle s'est vue effectivement tirée à boulet rouge par de nombreux politiques. Donc maintenant, le constat, on l'a tous fait, tous les politiques, les acteurs, les industriels, tout le monde connaît le constat. Il est urgent de véritablement passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'appliquer les accords qu'on peut prendre, de prendre des mesures qui soient enfin efficaces sur le terrain. Donc que ce soit Greta, mais que c'est très bien que ce soit Greta, on l'a vu, peut-être qu'elle y est pour quelque chose, les élections européennes, on a vu quand même un engagement des jeunes auquel on ne s'attendait pas. Vous avez un discours positif, contrairement à beaucoup d'autres. On a vu pas mal d'hommes, notamment, dire qu'en gros, ils n'avaient pas envie de recevoir des leçons de morale de la part d'une ado. Bien. Le discours, il ne peut pas être négatif. On a quelqu'un qui s'engage pour la planète et qui agite. C'est un donneur d'alerte, un sonneur d'alerte, tout ce qu'on veut. C'est une jeune. Et à l'heure où, à la veille d'élection, on va avoir une année d'élection municipale où on demande aux gens de s'engager, souvent bénévolement. Eh ben moi, je dis à tous ces jeunes, engagez-vous dans vos communes, parce qu'il y a des solutions à mettre, pragmatiques, réalistes, dans les communes, par exemple. Donc, elle ouvre la voie, elle ouvre aussi, elle donne la possibilité à des jeunes qui imaginaient que la politique, c'était pas pour eux, de s'intéresser à la politique. Et pour ça, je trouve que c'est une bonne chose. Allez, Alexis Poulain, c'est à votre tour. Et vous, votre sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a encore dérapé, à moins que le terme dérapé ne vous plaise pas. Dérapé, non, enfin, Greta, c'est une punk, et Jean-Luc aussi un peu, on va dire. Ah bon, il a osé encore une fois traiter les forces de l'ordre de barbares, et voilà que les plus républicains des républicains disent que c'est un mot ignoble dans la bouche d'un élu de la République, qu'on ne pourrait pas dire ça. Alors, mais en fait, est-ce que c'est bien ça l'ignominie? Est-ce que c'est utiliser le mot barbare pour dénoncer des exactions de certains policiers qui sont loin du rôle de protection des populations qu'on leur assigne, en disant attention, ils n'ont plus de limites, faites attention à vous dans les manifestations. Ce qui est ignoble, soyons clairs, c'est pas l'injure, mais c'est la blessure. C'est tous ces manifestants blessés qu'on a pu voir. C'est d'autoriser la répression et puis ensuite de la couvrir par des rapports de l'IGPN qui ont été bâclés. C'est aussi d'avoir des gardes à vue inutiles, c'est d'intimider des journalistes, c'est d'avoir des insultes racistes de la part de certains policiers par rapport aux manifestants, de policiers qui ont le visage masqué, qui n'ont pas leur numéro de matricule, qui sont hors la loi. Et tout ça, eh bien, on couvre les fautifs. Et ce qui est indigne de la République, c'est pas d'utiliser ce mot barbare pour dénoncer ces pratiques-là, qui sont barbares, mais c'est bien les manifestants mutilés qui sont devant un déni de justice. Ce qui est indigne aussi, c'est, rappelez-vous, ce procureur de la République à Nice, monsieur Jean-Michel Prêtre, qui a menti pour protéger un mensonge du président. Parce qu'à propos de Geneviève Leguet, le président avait dit qu'elle n'avait pas été en contact avec les forces de l'ordre. Or, c'était le cas. Pour ne pas embarrasser le président, eh bien, le procureur avait affirmé également qu'elle n'avait pas été au contact des forces de l'ordre. Or, ce même procureur, qui mentait éhontément, était dans la salle de commandement ce jour-là. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu qu'il y avait une partie des policiers qui ont chargé, et puis des gendarmes qui ont refusé de charger parce qu'ils jugeaient que cet ordre était disproportionné. Donc il a bien vu qu'il y avait au sein de cette police-là, oui, des pratiques barbares, et il les a couvertes. Alors oui,
Il y a des barbares qui commandent et il y a des barbares qui obéissent. Il y a une police qui est en train, d'une certaine façon, de se mettre en marche contre des citoyens. Et pire encore, on a un gouvernement qui est en train de se mettre en marche contre nos libertés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François Sureau, qui est avocat et conseil d'Emmanuel Macron, également de François Fillon, et qui s'indigne contre les lois anti-casseurs, qui font le tri entre les bons manifestants et les mauvais manifestants, et qui font de tout citoyen un délinquant en puissance. Pire encore, la loi Avia, qui va maintenant réglementer la parole sur Internet, pour le bien sûr de tous les gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Mais voilà ce qu'il dit. Tout se passe comme si depuis 20 ans, des gouvernements incapables de doter, de commander, d'organiser leur police ne trouvaient d'autre issue que celle consistant à restreindre drastiquement les libertés pour conserver les faveurs du public et s'assurer de son vote dans une surprenante course à l'échalote. C'est bien de ça dont il est question. Et il parle, pour étayer son propos, de la manifestation qu'il y avait eu place de la République pour Steve Canisso, ce jeune disparu lors d'une charge barbare pour une fête de la musique où on célébrait la musique un soir d'été de juin. Eh bien, à ce moment-là, il y avait plus de policiers qui étaient armés de fusils d'assaut qu'on a vus lors de théâtres d'opération en Afghanistan, au Kosovo et ailleurs, pour encadrer moins de manifestants. Et là, le but n'est pas simplement de protéger, mais bien d'intimider, de faire comprendre que la rue n'est pas l'apanage de ces manifestants. Alors, c'est une chose que de protéger, mais là on est dans autre chose, dans l'intimidation, dans une pression de type militaire. Et là, c'est une guerre qui est en train de se mettre en place, une guerre à la fois des mots, barbares, mais une guerre physique, de l'intimidation. Alors je veux dire merci à François Sureau, et je veux dire merci aussi à M. Mélenchon d'être les vigies de nos libertés dans un état de droit qui s'étiole et qui disent tout haut ce que beaucoup trop de gens pensent tout bas. Et vous vous en doutez, ça réagit en plateau. Annick Billon, c'est un peu osé, non, de soutenir Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui qualifie les forces de l'ordre de barbares? Alors déjà, ça ne va pas vous étonner. Je partage évidemment pas tout ce qui vient d'être dit. Vous avez l'occasion de le dire. Et moi, je voudrais quand même dire que les forces de sécurité, de secours, elles ont été mises quand même à très rude épreuve depuis de nombreux mois, de nombreuses années, depuis les attentats. Il y a eu les attentats, l'état d'urgence, ces manifestations qui se sont déroulées dans un climat de violence. Et il a pu y avoir des excès. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'excès. Mais par contre, on a quand même vu des manifestants arriver sur des lieux de manifestation pacifiques, a priori, armés jusqu'aux dents. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la faute systématiquement des forces de sécurité. Les forces de sécurité, elles sont là pour protéger les citoyens, pour protéger les biens et les personnes. Et compte tenu de tous les événements qu'on a connus ces derniers mois, ces dernières années, elles ont subi quand même une pression forte. Lorsqu'on voit des manifestants arriver armés sur des manifestations, on se doute qu'ils ne viennent pas pour se défendre lorsqu'ils arrivent armés comme ils le sont. Donc non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi-même, j'étais à Nantes à un moment, lorsqu'il y avait des manifestations gilets jaunes, j'accompagnais ma fille avec tout son barda dans son logement à Nantes. Je suis montée, je suis redescendue. J'ai cru qu'on était en état de guerre. En état de guerre, parce que j'avais un flot de manifestants qui arrivaient d'un côté et qui étaient loin d'être bienveillants vis-à-vis des forces de police. Et j'ai appelé ma fille et je lui ai dit, écoute, je quitte immédiatement, je prends la route, excuse-moi, je pars, je ne vais plus pouvoir partir, ma voiture va être saccagée, et je me suis enfuie. Donc aujourd'hui, les forces de sécurité, de police, de secours, elles sont quand même mises en première ligne, alors qu'il y ait des débordements, comme vous les avez cités, j'imagine qu'il a pu y en avoir, qu'ils doivent être jugés, qu'ils doivent être condamnés, mais on ne peut pas imputer la charge à tous ces hommes et ces femmes qui s'investissent au quotidien au détriment de leur vie personnelle, avec des horaires et des présences assez insupportables et des cadences infernales. J'ai été choqué par le propos de François Sureau, qui est trop intelligent pour ne pas comprendre comment une référence peut troubler l'opinion publique. Quand François Sureau dit « ils avaient un fusil de guerre qui est le fusil de guerre de la Bundeswehr ». François Sureau, il nous parle de l'Allemagne qui a traversé les frontières. La Bundeswehr est la force militaire d'un pays aujourd'hui qui est un pays pacifiste et qui s'interdit de se projeter sur des territoires étrangers. Il prend cette image et il manipule l'opinion en disant, puisqu'il y a un fusil dans les mains d'un policier, c'est que nous sommes dans un état militaire qui va vous tirer dessus. De la part d'un avocat qui plaide et qui est aussi intelligent que lui, je suis assez choqué par cette image. Un sujet qui fait débat, donc malheureusement on ne peut pas poursuivre. On doit passer à votre chronique à vous, Alexandre Malafaille. Alors vous aussi, vous poussez un coup de gueule.
Oui, parce que trop souvent, en fait, le législateur et les élus ne se rendent pas compte ou plus compte que le mot réforme rime avec trahison de la parole donnée et donc de la parole publique. C'est le ressenti d'une multitude de Français. Des exemples, on peut en donner à l'appel. Bien sûr, le cas de la réforme des retraites, qui touche à l'âge de départ, au financement, aux futures pensions, et particulièrement le cas de la RATP est emblématique. Bien sûr, si vous êtes agent de la RATP, c'est la remise en cause de la parole donnée. Si vous êtes contribuable, c'est 700 millions d'euros d'économie. Donc c'est très compliqué et on peut comprendre les crispations. On a vu que sur les aides à domicile, le gouvernement avait reculé, mais ça part du même principe. Sur les automobilistes et le diesel, on leur a promis pendant des années, on leur dit achetez, et puis demain, on leur dit voilà, vous allez jeter votre voiture, et elle ne vaut plus rien, c'est pas très grave parce qu'il faut avancer. Notre-Dame-des-Landes, on a piétiné le verdict des urnes, ça aussi c'est un vrai sujet. La CRDS qui devait durer 13 ans, on en est à 23. La fiscalité des contrats d'assurance vie, ça aussi c'est un vrai scandale, avec en plus un effet rétroactif qui rajoute une couche de duperie. On pourrait aussi promesses non tenues, mais surtout qui remettent en cause la parole qui a été prise. Et on pourrait citer les paysans et le monde agricole avec le modèle agricole, la réforme de l'assurance chômage. Il y a énormément de situations, de cas où en permanence on trahit ce qui a été dit, ce qui a été promis. Les conséquences, elles sont lourdes, parce qu'au bout du compte, le pouvoir vertical aujourd'hui, il patine, il n'embraye plus. Les lois votées sont parfois démontées, et quand elles sont votées, elles sont très souvent superficielles. Et en fait, on se retrouve avec des dirigeants qui, certes, ont toutes les responsabilités, mais pratiquement plus de vrai pouvoir. Et sur le plan horizontal, nous, en tant que citoyens, on est confrontés les uns aux autres. La droite, la gauche, les hommes, les femmes, le privé, le public, les fonctionnaires, les salariés du privé, les Européens de souche et les autres, etc. Bon. En cause, bien sûr, les guerres politiciennes, ça on est très bon, la politisation excessive des corps intermédiaires et des syndicats, ça c'est un vrai sujet, c'est avec derrière le corporatisme à tout crin, et bien sûr en France aussi le primat de l'idéologie, où on est très fort aussi pour mettre les idées d'abord et les réalités après. Mais le bilan est dramatique, parce que la société est fracturée, on n'a pas de grand dessein commun, et donc au lieu d'avoir un projet de société basé sur un peu de confiance, c'est la défiance qui nous régit. Voilà. Est-ce qu'on peut sortir de ça? En tout cas, il faut l'espérer, Madame la sénatrice, parce que c'est un vrai sujet, et je crois qu'il y a un grand chantier à ouvrir, qui est le comment fabriquer des décisions collectives acceptées. Alors pour ça, bien sûr, il faudra à un moment retrouver un projet de société, un dessein commun ou collectif, mais aussi et surtout commencer par se doter de nouvelles méthodes de gouvernance, les expérimenter et se doter de nouveaux outils démocratiques. Ça, c'est un énorme sujet. Et la réforme de nos institutions, tant promise, tant attendue, devait en grande partie répondre à ce défi. Pour l'instant, on ne sait ni si elle va aboutir, ni à quoi elle ressemblera. Et cette grande maison qu'est le Sénat n'y est pas totalement étranger à cette situation. Mais en tout cas, sur un sujet au moins, le président de la République pourrait aller au bout. C'est la réforme du Conseil économique et social et environnemental, la transformation en chambre de la société civile. Le projet actuel est assez riche. Il prévoit notamment de créer des jurys citoyens. Ça va commencer avec les assemblées citoyennes à partir du mois prochain sur l'écologie, avec un vrai suivi également des pétitions citoyennes, avec l'association de cette chambre à la fabrication de la loi, la vraie fabrication de la loi, de manière à tenir compte des avis des citoyens. Voilà. Et avec cette réforme, cette nouvelle chambre, le président pourrait commencer à reconstituer les corps intermédiaires pour qu'ils soient reconnus, pour qu'ils soient respectés, crédibles, recréer de la légitimité et être capable d'accompagner les grandes transformations dont le pays a besoin. Alors ce sera long, évidemment, ça ne fera pas tout, mais c'est une première pierre et il faut la poser maintenant. Parce que qu'on ne s'y trompe pas, si on ne réforme pas notre système de gouvernance rapidement, on aura ce qu'on mérite, c'est-à-dire que la France deviendra de plus en plus ingouvernable ou gouvernable à la marge, jusqu'au moment où le point de non-retour sera franchi, à bon entendeur. Et Annick Billon a pris beaucoup de notes pendant votre chronique, Alexandre Malafaye, donc je suppose que vous souhaitez réagir. Non, alors déjà, sur la réforme constitutionnelle, le Sénat ne s'est pas opposé à la réforme constitutionnelle. Le Sénat a travaillé. Encore. Non, le Sénat a travaillé. Notre président Gérard Larcher a multiplié la main tendue vis-à-vis du président Emmanuel Macron. La seule préoccupation du Sénat, c'était de garder suffisamment de parlementaires et non pas s'opposer à la réduction du nombre de parlementaires pour être représentatif des territoires. Donc ça, c'est un premier point. Donc non, le Sénat n'est pas opposé à une réforme constitutionnelle. On a même été persuadé qu'elle allait arriver bien avant et on l'aurait forcément accueillie avec beaucoup de plaisir et sûrement enrichi de nos travaux. Concernant ce que vous dites sur la difficulté de réformer, oui, il y a une difficulté de réformer en France. Il faut beaucoup de courage. On l'a vu avec la SNCF. Le Sénat a pris ses responsabilités sur ce sujet, même si ça n'a pas été simple. On prend le train toutes les semaines, donc ça n'a pas été simple, mais on a pris nos responsabilités. Aujourd'hui, vous parlez des corps intermédiaires. Moi, je vais parler des élus que je connais bien. Les élus, ils ont besoin aussi d'être entendus, d'être respectés
comme vous venez de le dire, pour les syndicats qui doivent être représentatifs. On est actuellement en train de travailler, nous, au niveau du groupe Union Centriste, on avait un colloque lundi, sur la différenciation. Avoir imaginé qu'on allait gérer la France de haut en bas de la même manière, pour les compétences qui sont confiées aux intercommunalités, pour les départements, pour les régions, on l'a vu, ça ne fonctionnait pas. On va prendre la compétence, par exemple, apprentissage. La région Pays de la Loire est une région qui était extrêmement engagée dans l'apprentissage, avec un fort taux de réussite dans l'apprentissage. On a retiré des moyens aux régions, alors que si on avait accepté la différenciation, accepté de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent dans certains départements, dans certaines régions, et qu'il fallait peut-être s'en inspirer, ou que ça marchait parce que c'était ces régions-là, on avancerait peut-être un peu plus vite. Donc il faut qu'il y ait de la différenciation par rapport au territoire, et il faut aussi qu'on puisse expérimenter. C'est-à-dire expérimenter, ça ne veut pas dire expérimenter et que ça marche à tous les coups, mais s'il y a des expériences qui marchent, eh bien, il faut s'en inspirer ailleurs. Nous, en Vendée, par exemple, on a la chance d'être dans un territoire extrêmement dynamique, avec des solutions, des entreprises de taille intermédiaire qui réussissent à être dans un écosystème favorable. C'est parce qu'elles sont aussi accompagnées par le département, par la région. Donc, laissons place à la différenciation et à la liberté. Il faut de la liberté, il faut de l'agilité dans nos structures. Et ça, vous avez parlé de verticalité. Nous avons eu, dans l'acte 1 du président Emmanuel Macron, une certaine verticalité, sans tenir compte des corps intermédiaires, sans tenir compte des élus. Et ça a été peut-être un des déclencheurs aussi ça a été dévastateur. des gilets jaunes. Et c'est censé s'arrêter dans l'acte 2 qui est censé être tourné vers plus d'écoute. Annick Billon, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur 2 auditions majeures qui se tiennent en ce moment même au Sénat, ici. Celle de Jacqueline Gourault et de Sébastien Lecornu, ministre de la Cohésion des Territoires et ministre chargé des collectivités territoriales. C'est la commission des lois au Sénat qui les interroge sur le projet de loi engagement et proximité. L'objectif du texte étant d'améliorer les conditions d'exercice des maires en France. Je vous propose d'écouter quelques extraits forts et on en parle après. On peut résumer en disant qu'il y a 2 grandes familles de décisions qui sont proposées. Première famille, redonner des libertés locales pour que les élus trouvent des capacités à agir, des capacités d'action et que les décisions se rapprochent du terrain. Et deuxième grande famille de propositions, lever les freins à l'engagement et au réengagement des élus locaux dans la perspective des prochaines élections municipales. Je pense qu'il nous faut traiter cette question à froid, avec beaucoup de vigilance, pour que nous fassions un pas en avant pour nos collègues élus locaux, en les protégeant de toute forme de démagogie ou d'élu-bashing, comme nous pouvons le connaître par ailleurs. C'est pour ça qu'avec la ministre, nous faisons déjà une première proposition sur les indemnités. La première proposition, c'est de commencer à gommer les effets de seuil. Comme le dit la ministre, ça participe à l'agenda rural. Comment expliquer à un maire d'une commune de 485 habitants qu'il peut avoir droit jusqu'à 600 € d'indemnité par mois, s'il le souhaite, pendant que son collègue dans la commune d'à côté a 505 habitants, où me semble-t-il sa vie d'élu est sensiblement la même au quotidien que celui de 485 habitants, que lui peut avoir droit à 1200 jusqu'à 1200 € par mois. Gommer les premiers seuils, c'est tout simplement acter que déjà, il n'y a qu'une ruralité. Donc ça, c'est une mesure de simplification, c'est la première. Le premier volet, il fait écho à ce que je vous disais sur la police administrative, c'est la protection juridique et psychologique. J'ai vu d'aucuns se moquer de cette disposition. J'étais président d'un service départemental d'incendie et de secours. Quand vous avez un sapeur-pompier volontaire ou professionnel qui est victime d'une violence, automatiquement, nous déclenchons un certain nombre d'accompagnements psychologiques. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins pour un maire ou un adjoint au maire. C'est aussi simple que ça. C'était une des premières demandes qui était faite, notamment par le maire de Sobens, et je crois qu'il faut l'entendre, et nous l'avons entendu, avec cette possibilité de l'activer pour chaque commune de France, avec une prise en charge par l'État. Voilà, des auditions qui se déroulent en ce moment. Sachez que Jacqueline Gourault sera l'invitée d'Oriane Mancini demain dans Bonjour chez vous. Annick Billon, comment vous le voyez, ce projet de loi engagement et proximité? Est-ce que vous pensez que c'est un texte qui sera efficace ou vous vous dites opération séduction à 6 mois des municipales? Écoutez, on a eu déjà beaucoup de titres assez séduisants avec ce gouvernement. L'école de la confiance, engagement proximité, la loi Pacte. Donc j'espère que engagement proximité va tenir ses engagements et s'inspirer du travail de la délégation
aux collectivités de Jean-Marie Bockel sur le statut de l'élu notamment. Alors moi, ce que je voudrais dire quand même à l'écoute de cette audition, c'est que j'ai dû faire 240 entretiens avec des élus dans leur mairie depuis que je suis élue en 2014, de 2-3 heures. Il n'est jamais question d'indemnité. Jamais je n'ai parlé d'indemnité avec les élus. Les élus, c'est plus de 500 000 élus locaux en France, pour la plupart bénévoles. Ils sont animés, par l'amour de leur commune, l'amour de leur département. Et bien souvent, c'est pas avec 500 € qu'on motive un élu à se lever le matin, à aller traiter le chien écrasé, le suicide qu'il y a eu, le problème de l'agriculteur. Donc non, la préoccupation des élus de terrain, ce n'est pas l'indemnité, mais si on peut aller vers plus de simplification, très bien. Le deuxième sujet, la protection juridique. Mais oui, bien sûr, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Moi, j'ai été adjointe à l'urbanisme pendant plusieurs années dans une petite commune de 14 000 habitants, à Château-d'Olonne, qui a fusionné avec les Sables-d'Olonne, commune nouvelle de 44 000 habitants. Eh bien, écoutez, un jour, parce que j'étais adjointe à l'urbanisme, j'ai eu ma maison entièrement taguée de croix gammées et les véhicules de mon mari et mes enfants également. Il n'y a rien pour les élus. C'est-à-dire que vous n'avez aucune protection, à la fois juridique, à la fois pour la réparation des dommages, vous n'avez rien. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui que des élus qui font un travail formidable parce qu'ils aiment ce qu'ils font et non pas parce qu'ils ont 400 € ou 500 € d'indemnité puissent se mettre en danger et puissent mettre en danger leur famille. Madame la C'est très sénatrice, clair, on n'a si je plus peux le temps. vous poser- Ah, pardon. On a vraiment plus le temps. Je vous invite à Intéressant. peut-être hors antenne. Pardonnez-moi, Jackie Dabello. Merci en tout cas, Annick Billon, Merci à d'avoir vous. été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club. C'est l'heure de Sénat en clair. Alors, c'était quoi la question ? Sénat en clair, consacré cet après-midi au projet de loi sur l'économie circulaire. C'est le grand texte de la rentrée au Sénat. Il y est notamment question des décharges sauvages, devenues un fléau pour les maires, justement. On l'a encore vu d'ailleurs cet été avec le maire de Signes, mort renversé par un camion. Sandra Cerquera est allée voir ce qui se passait très concrètement sur le terrain. C'est un reportage à Limours, dans l'Essonne. Des mètres cubes de gravats abandonnés entre les champs et la route. Des décharges illégales comme celle-ci, cette commune y est confrontée au quotidien. Et elles sont de plus en plus fréquentes. On va essayer de regarder si on peut trouver un indice, quelque chose de... Des déchets qui finissent dans les terres agricoles et contaminent les sols. On peut trouver de tout. On peut trouver les hydrocarbures, la déchetterie ne les prend pas. On peut trouver de l'amiante, la déchetterie ne les prend pas. Et donc des pneus, la déchetterie ne les prend pas. Donc du coup, nous, c'est nos services techniques qui sont obligés d'enlever et de trier et d'avoir ça sur les bras. Parce qu'après, mettre ces produits-là en déchetterie spéciale, c'est un coût énorme pour la commune. Et le nettoyage coûte à la commune près de 1 000 € par mois. La décharge publique la plus proche se trouve pourtant à 3 km. En principe, les camionnettes du BTP devraient s'y rendre, mais cela a un coût, environ 96 € la tonne. Nous, on fait le choix sur notre commune d'enlever les gravats pour éviter que les gens continuent d'en mettre, parce que si on laisse, ça attire de plus en plus d'autres gravats. Le phénomène ne date pas d'hier, mais il a pris une toute autre ampleur depuis la mort du maire de Signes, renversé par une camionnette qui déversait illégalement des gravats. Pour tenter d'enrayer le phénomène, le gouvernement souhaite autoriser les entreprises du BTP à déverser leurs gravats gratuitement en déchetterie, seulement s'ils sont triés. La Fédération française du bâtiment salue cette mesure, mais la juge insuffisante. Les horaires d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer pour les décharges, pour les professionnels que nous sommes, des horaires d'ouverture identiques pour le grand public. Les chantiers se finissent vers 17h30. Si la décharge se ferme à 17h, c'est un sujet. Il y a aussi le nombre de points de collecte. Lorsque vous voulez décharger pour des petits chantiers, on parle des petits chantiers, lorsque vous voulez décharger, 50 kg de gravats et que vous êtes obligé de faire 50 km, c'est pas possible. Donc il faut ouvrir ou réouvrir des décharges publiques aux déchets du BTP. Il faut aussi améliorer le recyclage. Pour financer la gratuité, une éco-contribution est envisagée comme pour l'électroménager. C'est le principe du pollueur-payeur, un prélèvement sur la vente de matériaux dès 2022.
Et avec nous pour Sénat en clair aujourd'hui, Olivier Jacquin, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Karen Delchet-Cochet, bienvenue. Vous êtes chercheuse et professeure à l'Institut supérieur de commerce de Paris, spécialiste de la gestion des déchets par les entreprises. Olivier Guichardaz, bienvenue. Vous êtes fondateur et rédacteur en chef de Déchets Info. Et Marc Girondeau, bienvenue à vous également, professeur d'écologie à l'Université Paris-Saclay, membre fondateur de Transition écologique en marche. Merci à tous les quatre. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on aille tout de suite dans l'hémicycle du Sénat, rejoindre Quentin Calmet. Quentin, vous suivez les débats autour de ce projet de loi sur l'économie circulaire et ils sont assez tendus, ces débats. Oui, tout à fait, Rebecca. Depuis hier, ce que l'on retient, c'est que les sénateurs, qu'ils soient de droite comme de gauche, ils reprochent au projet de loi de Brune Poirson d'être trop flou. Et donc, par des amendements, eh bien, ils vont préciser des objectifs concrets. Je voulais vous montrer deux exemples qui ont été adoptés depuis le début de la discussion des articles. On en citera par exemple ces objectifs d'une baisse de 15% des déchets ménagers d'ici 2030. Également, d'ici 2030, la diminution des plastiques à usage unique. Écoutez, Joël Bigot, il est chef de file des sénateurs socialistes ici au Sénat. Cet amendement cadre propose que nos politiques publiques se fixent des actions claires à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs en matière de réduction de nos déchets, particulièrement ceux en plastique. Il s'agit, Madame la Ministre, de donner un véritable cap à votre projet de loi qui, avant son passage au Sénat, ne se fixait finalement aucun objectif clair en matière de réduction de notre consommation de plastique. Voilà, un véritable cap, des objectifs chiffrés. Un sénateur LR a même dit en séance que l'économie circulaire était un nouveau modèle et qu'il fallait qu'ils soient tous plus ambitieux dans l'hémicycle. De façon à peine voilée, les sénateurs expliquent que le gouvernement, lui, n'est pas forcément aussi ambitieux qu'il le dit à la télévision. De son côté, Hervé Maurey a applaudi l'adoption de tous ces amendements, avec au passage, vous allez le voir, une pique au gouvernement. Juste pour me réjouir de l'adoption de ces amendements, je trouve que les choses commencent bien, puisqu'on a adopté, je crois, à l'unanimité des amendements qui viennent des différents bancs de cet hémicycle, des rangs LR, RDSE, Union centriste, communiste, je crois n'avoir oublié personne, et qui donnent une ambition à ce texte qui en manquait cruellement, avec des objectifs chiffrés. Et c'est ce que nous voulons, que ce texte soit concret. Voilà, sur le banc des ministres, Brune Poirson a assuré partager toutes ses ambitions avec les sénateurs, mais à chaque fois, elle demandait un avis de sagesse, refusant d'être favorable aux amendements. La discussion continue, il reste plus de 500 amendements à discuter encore. Suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Quentin. À tout à l'heure. Olivier Jacquin, c'est censé être un texte qui devrait faire consensus. C'est quelque chose où on parle de transition écologique. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Visiblement, tout est politique. On a un quasi-consensus dans l'hémicycle, mais pas avec Madame la Ministre. Et il y a une histoire de consigne qui cache une forêt de plastique, pour reprendre l'expression de mon collègue Joël Bigot. Et on est presque en colère parce que le texte est en train de se focaliser sur cette question-là. Et il y a, excusez-moi le terme, une arnaque et un hold-up de nos concitoyens qui se préparent avec cette histoire de fausses consignes au bénéfice d'entreprises et de grands groupes industriels qui vont déstructurer le bac jaune, la filière qui a été construite en plusieurs décennies, un geste de tri qui fonctionne bien, parce que certains industriels proches du gouvernement, c'est ça la crispation, veulent capter ce flux de déchets le plus intéressant économiquement. Une tonne de bouteilles en plastique, c'est 250 € la tonne. Excusez-moi le ton, mais, c'est fâcheux. Ce sont des termes très forts et qui, j'imagine, vont faire réagir. Karen Delchet-Cochet, il faut le dire, c'est vrai que pas mal de parlementaires sont en train de dire que c'est un texte pour les lobbies, pour les industriels. Alors, ce qui est important quand même de souligner, c'est que c'est une bonne nouvelle qu'on parle de l'économie circulaire. C'est le premier point. La moins bonne nouvelle, quand même... Voyons le verre à moitié plein. Voilà, la moins bonne nouvelle, c'est qu'on réduit l'économie circulaire uniquement à la question de la gestion du déchet. Or, l'économie circulaire, c'est bien de refondre le système. L'économie circulaire, souvent, on ne parle que de la grande boucle de la circularité avec la gestion des déchets, mais en réalité, c'est une multitude de petits boucles de type réparation, réemploi, réutilisation qu'il convient de mobiliser.
Or là, en fait, on a évidemment tendance à réduire les choses, réduire le débat et effectivement, derrière, réduire les ambitions. Donc, bien sûr, c'est évidemment... Sur l'accusation de texte des lobbies, un texte qui favorise les industriels, oui, vous voulez... Oui, enfin, c'est très clair. Le projet de consigne, c'est un projet de Coca-Cola, Danone, Nestlé. Ce projet, il remonte... Mais c'est très clair. Le projet, il remonte à la directive SUP sur les plastiques à usage unique. Et cette directive SUP, les mesures qui concernent la bouteille, elles ont été voulues par Coca-Cola, Danone et Nestlé. J'ai fait un papier, j'ai écrit Coca, Danone, Nestlé l'ont voulu, l'Europe l'a fait. C'est ça. Le projet de la consigne, c'est un projet des marques. Pour ces marques-là, l'enjeu, il est important, il est de verdir la bouteille. Il est de déculpabiliser le consommateur, la bouteille en plastique, de déculpabiliser le consommateur pour lui dire, vous pouvez continuer d'acheter nos bouteilles, c'est pas grave pour l'environnement, on les recyclera, etc. C'est un leurre. On en parlait tout à l'heure. Si on réduit la consommation d'eau en bouteille de seulement 1%, le gain en termes d'effet de serre est supérieur à ce qu'on obtiendra avec la consigne. Alors, donc, on va peut-être laisser répondre Marc Girondeau, qui lui est plutôt favorable, j'imagine, à ce texte. Alors déjà, première chose, quand on discute avec vos collègues, globalement, les gens disent « Oh, finalement, le texte, il est bien, mais il faut bien qu'on trouve quelque chose, alors on attaque sur la consigne. Ouais. » Ensuite, sur la consigne, moi, ce que je voudrais, c'est revenir un peu en amont. Je suis à la base écologiste. Le plastique, on l'a partout. Je travaille sur les tortues marines. Les tortues marines en souffrent énormément. Et donc, toute mesure qui permet de limiter le retour de ce plastique dans l'environnement est très bonne. Ensuite, vous nous parlez d'un monde merveilleux où le plastique se recycle bien, on a le bac jaune, etc. Le bac jaune, c'est 50% du plastique. Le 50% restant, on est bloqué. Ça fait un moment qu'on est à un Ça fait un moment qu'on est à un plateau et il faut trouver le moyen de passer au-delà. Passer au-delà, justement, l'ambition de ce texte, c'est d'aller au-delà. On a des enjeux qui sont définis par l'Europe sur des valeurs. J'étais un peu étonné quand j'entends qu'il n'y a aucune valeur. Les valeurs sont définies au niveau de l'Europe. Justement, vous réfutez complètement cette accusation d'être un gouvernement à la botte des industriels et des lobbies. Mais on a besoin de recycler ce plastique. Ce plastique, il existe. Bien sûr, on aimerait un monde où il n'y en a plus. Mais quand vous dites vous dites que ça fait plaisir à Coca-Cola, qui envoie des mails aux parlementaires en disant bravo pour ce texte. C'est vrai. C'est pas que ça leur fait plaisir, c'est que c'est un texte qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Marc Girondeau ? Moi, ce que je réponds, c'est qu'on a besoin de moins de plastique, je suis d'accord, et pour avoir moins de plastique, moins de plastique dans l'environnement, il faut le recycler. Excusez-moi, c'est complètement absurde. Les bouteilles, ça n'est qu'une infime partie des plastiques 10% des l'environnement. Comment peut-on faire croire qu'avec la consigne sur les bouteilles, et uniquement sur les bouteilles pour boissons, c'est-à-dire que tous les flacons de cosmétiques, de produits lessiviels, de produits ménagers ne sont pas concernés, comment peut-on nous faire croire qu'avec une micro-mesure sur un micro-gisement, on va résoudre le problème des plastiques dans les océans? Juste une donnée très importante. Ensuite, je vous laisse répondre. Selon une étude c'est une estimation, donc on peut probablement l'affiner, une étude allemande, 90% des plastiques marins qui viennent de la Terre, c'est-à-dire les plastiques qui ne viennent pas de la pêche, par exemple, 90% de ces plastiques-là, dans le monde, viennent de 10 fleuves, qui sont 8 en Asie, 2 en Afrique. Ces fleuves-là passent par des pays où il n'y a quasiment pas de gestion de déchets, il n'y a pas de collecte, il y a encore moins de traitement, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous faire croire avec des images de tortues ou de dauphins qu'en mettant la consigne... Mais est-ce que ça veut dire que la France ne doit rien faire? Non, c'est pas pour ça. Mais monsieur dit, on est à 50% de recyclage des plastiques. Sur les bouteilles, si on poursuit la croissance actuelle de la collecte des bouteilles, si on la poursuit en 2022, c'est-à-dire 7 ans avant l'objectif fixé par la directive cadre, on arrive à 90% pour le périmètre. Ça fait un moment qu'on est sur un plateau. Non, la croissance, elle a été de 2,5%, enfin de quelques points l'an dernier. Karen Delchet-Cochet, qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Non, en fait, je pense que le premier point, c'est de demander aux industriels de trouver d'autres solutions que d'utiliser du plastique pour mettre leurs produits. Ça, c'est quand même le premier point. Mais ça n'est pas fait. Ça n'a pas été fait. C'est parce qu'on leur demande. Non, il n'y a pas de mesure. Non, il n'y a pas de mesure à ce sujet-là. Or, en fait,
fait, il faut prendre les choses à la base. Là, on essaye toujours de régler les problèmes par rapport à ce qui se pose. Alors, bien sûr, il va falloir trouver des solutions pour les déchets qui existent. Mais, s'il vous plaît, arrêtons d'en produire. Je pense que c'est vraiment le premier point. Après, en ce qui concerne effectivement les déchets qu'on a aujourd'hui, cette question de la consigne, effectivement, ma première réaction, elle est quand même que c'est plutôt une manière de gérer la collecte. Aujourd'hui, on veut consigner parce qu'on a besoin que les gens rapportent. Mais si c'est une question d'éducation, de sensibilisation, d'explication, on a peut-être d'autres moyens que de démanteler une part d'un circuit industriel de gestion des déchets qui existe via les collectivités pour en créer un nouveau qui risque de coûter quand même là aussi très cher. Et je pense qu'économiquement, ce serait intéressant de chiffrer ça. Voilà, donc je pense que là aussi, il faut peut-être poser l'ensemble des termes du débat et trouver des solutions. Et je voulais quand même dire que la consigne, elle est globalement plébiscitée par nos concitoyens, mais parce que quasiment tout le monde imagine la consigne de bouteilles de verre qu'on avait quand on était petit. Or, en fait, là, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, et donc je trouve que le terme est un petit peu ambigu. Et peut-être volontairement. Alors, on a compris que c'était le sujet qui fâchait le plus, cette mise en place de consignes plastiques, totalement contre-productive, donc d'après les opposants, parce que ça cautionnerait l'utilisation de matières polluantes. Mais ce matin, sur notre antenne, la secrétaire d'État à l'économie a semblé ouvrir la porte à des discussions sur le sujet. Je voudrais qu'on l'écoute. Nous, notre objectif, encore une fois, concertation, être à l'écoute des territoires, être à l'écoute aussi des entreprises, parce que dans les entreprises, il y en a certaines qui ont pris le virage de la transition écologique et énergétique. Et je reviens sur la façon dont est formulée la loi. La loi n'impose pas de consigne. Elle prévoit la possibilité d'une consigne. Bon, alors là, du coup, c'est plus très clair. Olivier Jacquin, vous y comprenez quelque chose? C'est obligatoire, c'est pas obligatoire cette consigne? On a du mal à finalement comprendre pourquoi tout le monde râle si finalement elle n'est pas obligatoire. On cherche à nous amadouer, à faire passer la chose, mais je crois que ça va être difficile. On est proche... la préoccupation, elle est environnementale avant tout. Et quand j'entends monsieur nous parler des tortues marines, la réponse que vous avez faite sur la pollution des mers relativement au problème des plastiques est éloquente, je vous en remercie. Mais la question, elle est environnementale, d'aller vers moins de déchets. Il y a une solution, c'est boire de l'eau du robinet, par exemple. Est-ce que ce texte va dans ce sens-là? Ce qui nous étonne, et il y a beaucoup d'anciens responsables de collectivités, j'en suis un, qui se sont occupés de la gestion des déchets, que nous connaissons très très bien, la filière du tri, comment elle a été mise en place avec difficulté, avec un gros investissement. Et là, il y a un hold-up dans la partie la plus lucrative. Le consommateur va payer deux fois. Au lieu de payer sa bouteille 1 €, avec la consigne, il va la payer plus cher, peut-être 1,20 €. Au lieu de la jeter dans son sac jaune qui restera chez lui et qu'il faudra continuer à payer, il faudra qu'il prenne son vieux diesel pour le ramener au supermarché. Les supermarchés, ils sont contents, ils vont avoir les clients captifs. C'est pas sérieux, alors qu'il y avait une bonne intention dans le texte, et il faut vraiment aller plus loin. Alors, consigne obligatoire, pas obligatoire, elle nous dit non, Agnès Pannier-Runacher. Que nous répond le sénateur La République En Marche, Frédéric Marchand? Il est à votre micro, Tam Tranuy, en salle des conférences. Et oui, Frédéric Marchand, d'abord une clarification. Est-ce que la consigne, elle va être obligatoire ou non? Est-ce que les collectivités vont être forcées de la mettre en place? Alors nous sommes en pleine phase de discussion, sachant que la consigne n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de ce projet de loi qui embrasse beaucoup d'autres domaines. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement est posée la question de la consigne en matière de réemploi, en matière de réutilisation, avec derrière la question aussi du recyclage qui est posée. Est-ce que c'est pour vous un texte difficile à défendre? Si on reste sur la consigne, certains jugent que ça revient à déculpabiliser les consommateurs qui utilisent du plastique à usage unique. Par exemple, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu de la part de la Commission. La difficulté, effectivement, est de ne pas rester sur cette seule question de la consigne. Car quand on regarde le texte, nous sommes en train de parler de durabilité, de réparabilité. C'est finalement un autre modèle de société qu'on lui propose et de changer de cette logique infernale qui consiste à produire, consommer, jeter. Aujourd'hui, je pense qu'au regard de l'urgence climatique, des impératifs de la transition écologique, il faut que nous allions vers un autre modèle de société où on responsabilise, mais on ne culpabilise pas. Les intentions du texte sont bonnes, nous dites-vous, mais vous ne répondez pas vraiment sur la consigne. C'est que vous trouvez aussi qu'il y a des choses à y redire quand même à ce projet qui a focalisé l'opposition d'une partie du Sénat? Alors un projet qui a focalisé sans doute sur des éléments effectivement qui auraient mérité davantage d'explications, mais le débat va permettre justement de faire toute la clarté sur la question. Mais avec aujourd'hui, je crois, une solution qui pourrait s'amorcer et qui est partagée sur la base effectivement de ce réemploi et de cette réutilisation qui me semble être nécessaire, efficace, pertinent, tout en n'abandonnons pas et tout en se posant les bonnes questions sur le recyclage. Une toute dernière question. On a beaucoup parlé lobby dans cette émission et dans l'hémicycle. Alors, est-ce que c'est un texte sous influence? Et qui est sous influence? Le gouvernement? Les sénateurs?
Je pense que ni le gouvernement ni les sénateurs ne sont sous influence. Effectivement, les uns et les autres font leur travail. Nous sommes l'objet de multiples sollicitations et je pense que la solution qui est arrêtée et qui est en train d'être trouvée va permettre de montrer que finalement sur la question de la consigne, on va dépasser les simples déclarations et les simples assertions qu'on a pu entendre et qui pour le coup me paraissent complètement infondées. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Marchand d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse repartir en séance. Merci Tam, et à tout à l'heure. Olivier Guichardas, vous souhaitiez réagir, et ensuite Marc Girondeau. Oui, sur la question des coûts, il y a le coût qui sera payé directement par le consommateur au moment où il achètera sa bouteille. Moi, je me suis intéressé à la notion de coût global. C'est-à-dire, en gros, actuellement, si on prend le coût dit net optimisé de gestion des déchets d'emballage, c'est à peu près 950 millions d'euros. Si on met en place la consigne sur la base des données du collectif Boisson, c'est-à-dire sur la base des promoteurs du dispositif de consigne, le coût augmentera de plus de 500 millions d'euros, c'est-à-dire une hausse de 55%. Enfin, c'est absolument démesuré. Avec ces 500 millions d'euros, j'ai calculé, on pourrait embaucher 17 000 ambassadeurs du tri. Des ambassadeurs qui pourraient être aussi des ambassadeurs de la prévention des déchets, qui pourraient aller voir les gens, leur dire comment trier non seulement les bouteilles plastiques, qui sont quand même que 1% de la poubelle des ménages, mais aussi les piles, les produits électroniques, les produits chimiques, leurs biodéchets, etc. 17 000, c'est énorme, ça ferait 1 pour 4 000 habitants. Actuellement, avec Eco-Emballage, enfin Citeo, on ne peut avoir qu'un ambassadeur pour 12 000 habitants. Voilà. Alors, si j'essaie de comprendre exactement ce que vous voudriez qu'il n'y ait plus de plastique. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un monde où on va dire aux gens, voilà, vous arrêtez maintenant d'utiliser le plastique. On est dans une transition. Le terme transition écologique veut bien dire qu'on va aller vers moins de plastique. Mais pour aller vers moins de plastique, une des solutions, c'est déjà que le plastique n'aille pas dans le milieu naturel, ne retourne pas dans le... Donc on a une politique des petits pas et puis voilà, on avance, quoi. Oui, on avance. Et sur le côté Citeo, je vous rappelle qu'il y a une loi, Grenelle 2009, qui sanctuarise finalement le financement de Citeo. Donc, cette loi n'a jamais été respectée. Depuis 2012, date à laquelle Citeo, Eco-Emballage à l'époque, doit couvrir 80% des coûts, cette loi n'a jamais été respectée. Jamais. Eh bien, faisons-la respecter, mais je ne comprends pas. Non, parce que le cahier des charges a été rédigé de telle façon par les pouvoirs publics qu'il y a une faille juridique, mais ça, c'est la faute des pouvoirs publics. Entre la loi qui était très claire et le cahier des charges, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il a été fait quelque chose qui rend le truc inapplicable. C'est les pouvoirs publics qui sont responsables de ça. Et on s'est fait traiter par Coca-Cola, et la ministre a repris les termes de conservateur vis-à-vis de l'environnement. Alors là, vraiment, je me sens insulté parce que je me sens vraiment pas conservateur et bien plus offensif que vous, monsieur, excusez-moi de vous interpeller directement, mais à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, à dire que le problème, c'est les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, elles sont plutôt bien recyclées actuellement. Pourquoi s'y intéresse ? Parce que ça a de la valeur. Et on va capter ça dans la poche de nos concitoyens. 57%, c'est le taux moyen de recyclage. Je vérifie le chiffre, avec 75% de recyclage pour ce qui passe chez les ménages et 0% seulement sur la mauvaise application du tri dans la consommation hors domicile, chez McDonald's, au restaurant, etc. Et c'est ça qu'il faut augmenter. Et c'est pas piquer les bouteilles du consommateur qui sont déjà recyclées. On peut faire plein d'autres choses positives. Il y a un truc, moi, qui m'inquiète beaucoup. C'est que notre système du tri actuellement, il est basé sur le sens civique de nos concitoyens et ça fonctionne plutôt bien. Il faut du temps. Et là, en monétisant, en disant « Ah, si vous ramenez, vous avez une récompense », eh bien, pour le reste de la filière déchets, ça va poser question. Le consommateur va dire « Ah bah oui, mais les autres déchets, je ne suis pas payé. » Non, ça ne va pas, cette affaire-là. Et attention, nous ne sommes pas opposés à la consigne, nous avons réécrit collectivement l'idée d'une consigne si elle permet le réemploi du contenant. Alors visiblement, ça n'intéresse pas trop les industriels, mais bon. Sortons un tout petit peu de cette affaire de consigne. Il nous reste quelques minutes. Je vous rappelle les quelques autres points de ce texte. Il y a quand même le principe du pollueur-payeur, l'objectif de 100% de plastique recyclé en 2025, le renforcement des pouvoirs de police de mer en matière de dépôt sauvage des déchets. Beaucoup de bonnes choses dans ce texte, nous dit Marta Tsidrack, la rapporteure LR du texte au Sénat. Mais voilà, pour elle, ça ne vient pas de la ministre, ça vient des amendements des sénateurs et même de l'Europe. Elle était l'invitée de Bonjour chez vous ce matin, écoutez.
on a tout de suite perçu que ça manquait un petit peu d'ambition. C'est-à-dire qu'en réalité, l'essentiel du texte, c'était des transpositions en fait, de directives européennes. Donc il n'y avait pas forcément quoi que ce soit de très innovant. Qui peut m'aider là? Est-ce que c'est vrai que finalement ce texte manquait d'ambition à la base et que ce sont les sénateurs qui ont rajouté les amendements? Parce qu'en fait tout le reste venait de directives européennes? Beaucoup. Par exemple, je vous prends un exemple sur un fléau qui est maintenant, grâce à la loi de 2015, qu'on a appelé TEPCV, un délit, l'obsolescence programmée. Eh bien, l'amendement que j'ai posé tout à l'heure a été retoqué. L'amendement disait, dans la loi 2015, on avait dit qu'il fallait expérimenter plus loin sur la question de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est faire des produits qui ne durent pas longtemps pour qu'on en rachète. Et tout à l'heure, je vais voir quel dessin sera apporté aux amendements que je porte sur ce qu'on appelle l'économie de l'usage. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir propriétaire d'un bien, on le loue. Et à ce moment-là, l'industriel qui fabrique reste propriétaire et a intérêt à faire des produits qui durent longtemps. Exemple, Michelin a loué ses pneus aux transporteurs, camionneurs. Moyennant quoi, en quelques années, la durée de vie des pneus a augmenté de 2,5 fois. Vous voyez, ça c'est de l'ambition, c'est un véritable changement de modèle, de la même manière que de boire de l'eau du robinet. Alors il nous reste très peu de temps. Marc Girondeau, quand on vous dit que ce texte n'est pas assez ambitieux, qu'est-ce que vous répondez? Bon, globalement, le texte, pour l'instant, il est en discussion au niveau du Sénat. Je n'ai pas tous les amendements, je n'ai pas tout le texte. Donc, à ce que j'en connais, il y a plein de choses qui sont bien, mais je ne peux pas me prononcer sur l'ensemble du texte. D'accord. C'est prudent. Karen Delchec-Ochet. Oui, alors là encore, c'est ce que je disais, c'est une bonne nouvelle qu'on parle de ça, mais pour moi, il manque quand même une approche assez fondamentale, qui est le caractère holistique. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que tout est lié. Je suis entièrement d'accord avec l'économie de l'usage, qui est très importante, etc. Et il y a un autre sujet, et c'est aussi peut-être pour ça que ça crispe un peu sur la question de la consigne, c'est qu'en fait, il y a un vrai rôle des territoires dans ces questions d'économie circulaire, parce que l'idée, c'est de raccourcir, c'est d'être plus local, et finalement, on se retrouve à avoir des acteurs qui sont opposés, alors qu'on aurait absolument besoin de travailler ensemble aujourd'hui, compte tenu des défis absolument majeurs qui se posent. Absolument. Olivier Guichard. Si on revient sur la question des bouteilles... Il vous reste moins d'une minute. Oui, si on revient sur la question des bouteilles, par exemple, il n'y a rien sur la prévention, sur inciter les gens à boire de l'eau du robinet. Dans la quasi-totalité des cas... l'eau du robinet. Pardon On vous dit qu'elle n'est pas très bonne, l'eau du robinet. Ah non, c'est pas vrai. Vous la laissez une demi-journée dans une carafe, il n'y a plus aucune odeur de chlore, ni rien, elle est tout à fait correcte. Il n'y a rien, par exemple, pour développer les fontaines publiques qui permettraient de se passer d'eau en bouteille, etc. Donc, il n'y a pas eu, depuis 3 ans, une seule campagne en faveur de l'eau du robinet. Pas une. Donc, ça ne va pas assez loin, c'est ce que je retiens de certains pour la discours, prévention, non. Et c'est largement ambitieux, comme nous le dit Marc Girondeau. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la suite d'Allons plus loin. On va accueillir les invités du match des idées. Il sera international, ce match. Nous reviendrons notamment sur la procédure de destitution lancée contre Donald Trump. Possible qu'elle soit totalement contre-productive, on verra pourquoi. Avant cela, l'interview politique de Bonjour chez vous. On l'a vu, Oriane Mancini recevait donc la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Elle est aussi revenue sur la question des postes non pourvus en France. Elle donne un chiffre assez étonnant, écoutez. Dans l'industrie, on est plutôt du côté de 50 000 emplois non pourvus, avec une tendance à l'augmentation. Et on sait qu'il y a les emplois cachés, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'industriels refusent des commandes parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et s'ils acceptaient ces commandes, on serait plutôt du côté de 100 000, voire un peu plus. Mais ça, c'est rien et que dans pour les services, vous êtes là plutôt du côté de 200 000, voire plus. Et donc, effectivement, on est dans un, moment... ça augmente. Et c'est en augmentation. C'est en augmentation. Et c'est tout l'enjeu de la mobilisation nationale pour l'emploi, sur lequel le Premier ministre nous a spécifiquement mobilisé, Emmanuel Wargon et moi-même. C'est-à-dire qu'on doit maintenant arriver au plus près des territoires, à passer effectivement de mesures macro où on accompagne, où Pôle emploi est disponible, etc., à des mesures micro où on essaye de regarder bassin d'emploi par bassin d'emploi, comment on arrive à rapprocher les demandeurs d'emploi des compétences qui manquent et à mettre en place de manière un peu agile les formations qui permettent de faire basculer les gens, ou même, je vous donne un exemple parce qu'il m'avait frappé, j'ai croisé une assistante maternelle qui est devenue opératrice industrielle. Mais une assistante maternelle, mécaniquement, elle va plutôt chercher un emploi d'assistante maternelle. Ça ne lui passera pas par la tête de se dire je vais me présenter comme candidate dans une industrie. Or, en fait, elle a toutes les compétences modulo 2-3 mois de formation. Et c'est ces changements-là de trajectoire qu'on doit accompagner, mais c'est également de faire
faire connaître les métiers parce qu'il faut qu'il y ait de l'appétence pour les métiers. Si l'assistante maternelle veut travailler avec des enfants et qu'elle vous dit non, vraiment l'industrie ça ne me parle pas, ça va être difficile. Or, il y a plein de métiers dont l'attractivité est réduite, alors que les gens qui les font, vous dites, en fait, ils sont mal connus. C'est des métiers extraordinaires. Encore une fois, je reviens à l'industrie parce que c'est aussi ce qui me fait vibrer. Les métiers industriels, c'est des métiers technologiques et je ne connais pas de personne qui ait fait ces changements de secteur qui s'en plaignent aujourd'hui. C'est des métiers bien payés, durables et dans lesquels les conditions de travail sont tout à fait intéressantes. Et bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la question de l'immigration. Emmanuel Macron persiste et signe. Il faut parler d'immigration et en parler calmement, mais franchement, nous dit le chef de l'État. Demande d'asile, prestations sociales, immigration familiale, tout est sur la table et le ton se durcit très nettement. Ce virage est-il justifié sur le fond? Y a-t-il un risque de surenchère? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir à ce sujet sur Twitter. Tout au long de cette heure d'émission, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Tam Trani. Et nous parlerons a priori immigration avec Jérôme Durain, le sénateur socialiste qui reviendra, et bien notamment sur le débat qui va se tenir la semaine prochaine au Parlement. Merci beaucoup Tam, à tout à l'heure. Nous irons aussi dans l'hémicycle. Quentin Calmet, vous nous parlerez des tensions autour de ce texte en cours au Sénat. Oui, tout à fait, avec un premier projet de loi de l'année et déjà un clash dans l'hémicycle sur fond de désaccords politiques. Et on parle d'économie circulaire. À tout à l'heure Quentin, merci. Avant cela, notre match des idées internationales, donc confrontation de points de vue entre Béatrice Gibelin et Christian Macarian. Bienvenue à tous les deux. On va notamment s'arrêter sur cette procédure de destitution lancée hier contre le président américain. Les démocrates ont voulu marquer le coup, mais voilà, ça pourrait se retourner contre eux. On va voir pourquoi. Avec vous, juste après les premières explications de Béatrice Finzan. Tout est parti d'une conversation téléphonique cet été entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, confirmée par le président américain. Nous avons eu une conversation très riche. Nous nous sommes surtout félicités. Nous avons aussi évoqué la corruption, quelle qu'elle soit. Aucun de nous ne souhaite voir favoriser la corruption en Ukraine comme le vice-président Biden et son fils l'ont fait. 2 mois plus tard, les démocrates appellent à l'ouverture d'une enquête officielle en vue de destituer le président des États-Unis pour trahison. Cette semaine, le président a reconnu avoir demandé à son homologue ukrainien de prendre des mesures dont il aurait tiré un avantage politique. Les actions de la présidence Trump sont un déshonneur et révèlent une trahison de son serment lors de sa prise de fonction, une trahison de notre sécurité nationale et une trahison aussi envers l'intégrité de nos élections. Pour le camp démocrate, le président américain a donc enfreint ses responsabilités constitutionnelles en demandant à une puissance étrangère d'intervenir dans son élection. Donald Trump est soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique, Joe Biden. Pour le principal intéressé, personne n'est au-dessus des lois. Nous avons un président qui croit que son pouvoir est sans limite. Et nous avons un président qui croit aussi qu'il peut faire tout et n'importe quoi et s'en sortir sans frais. Nous avons un président qui pense qu'il est au-dessus des lois. Et un président conforté pour 2020. Tout le monde dit que c'est positif pour moi, pour l'élection. On pourrait vraiment se demander si c'était bien nécessaire tout ça. Renforcé dans ses convictions, Donald Trump compte sur la majorité républicaine au Sénat pour repousser cette tentative d'impeachment qui pourrait finalement lui servir au détriment des démocrates. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Béatrice Gibelin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste des questions de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. Christian Macarian, bienvenue à vous également, directeur délégué de la rédaction de l'Express, merci à tous les deux. Béatrice Gibelin, pour commencer, peut-être comment vous la voyez, vous, cette procédure de destitution qui a été lancée? Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ou est-ce qu'elle est surtout symbolique? Non, on sait qu'elle n'a aucune chance d'aboutir dans la mesure où le Sénat est tenu par les Républicains et les Républicains ne lâcheront pas Donald Trump. Donc elle n'a aucune inenvisageable. Inenvisageable. Maintenant, pourquoi les démocrates ont fait ce pari? Sans doute que la situation, quand c'était les affaires au sujet de la Russie,
d'intervention dans les élections. C'était très compliqué à démontrer. Le procureur n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y avait eu véritablement collusion. Donc, c'était un peu difficile de se lancer là-dessus. Que l'aile gauche du Parti démocrate pousse beaucoup à cela depuis déjà, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Et Nancy Pelosi, qui est quand même, je veux dire, quelques années de savoir-faire politique, tenait ça à distance. Et puis là, ils ont une nouvelle occasion. Ils ont une nouvelle occasion sur quelque chose qui est plus simple, qui est beaucoup plus simple, sur l'Ukraine, sur un coup de téléphone, sur un lanceur d'alerte qui a effectivement quelqu'un qui était des renseignements et qui a un peu tiré la sonnette d'alarme. Donc, ils se disent que là, il y a peut-être une opportunité pour montrer qu'on a un président qui se met au-dessus des lois, qui permet peut-être à une puissance étrangère, l'Ukraine, de jouer un rôle dans les futures élections. Et donc, il compte donc que ça puisse, voilà, qu'un message que ça envoie en disant bon bah on a un président qui décidément parce que attendez, il n'y a pas que cette affaire-là dans cet impeachment. Il y a aussi le fait qu'il ait pu payer ses anciennes maîtresses pour qu'elles se taisent, c'est aussi dedans. Il y a 2 ou 3 autres affaires qui traînent. Bon, fiscale également. Voilà, fiscale, puisqu'il n'a jamais donné effectivement sa fiche d'impôt, alors que normalement il doit le faire. Bon, il prend quelques libertés. Pour ternir son image finalement. Oui, assurément, et dire que c'est pas quelqu'un de fiable, parce que dire qu'il trahit son serment. On est quand même sur la Bible quand on prête serment. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que ça pourrait être contre-productif. Christian Macarian lui-même a tweeté ou a écrit ce serait positif pour ma réélection. Alors, ça c'est ce qu'il dit. Mais auparavant, il y a quand même une fracture dans le camp démocrate. On sait que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, n'était pas favorable à l'ouverture d'un impeachment et qu'elle a cédé à une pression de l'aile gauche du Parti démocrate. On est aussi en pré-primaire démocrate. Donc, franchement, il y a la compétition à l'intérieur même du camp démocrate. Et Nancy Pelosi a fini par céder parce que la pression montait beaucoup et parce que justement ce camp démocrate qui n'a pas de candidat évident qui se dégage, qui n'a pas de plateforme très claire, qui n'a pas trouvé le slogan ou le thème pour combattre Trump, c'est une manière de rassembler son camp que de réunir un petit peu tous les courants autour de la notion d'impeachment qui, effectivement, comme l'a dit Mme Gibelin, n'a aucune chance de passer. Tout le monde le sait, à commencer par ceux qui l'ont demandé. Bien sûr. Le but, c'est de mobiliser le camp démocrate. Et Mme Pelosi qui cède à la branche gauche, ça signifie quand même quelque chose pour le camp démocrate. Ça signifie que il faut enclencher une machine électorale dans la vue de la présidentielle, axée sur la personne de Trump, plus que sur sa politique ou sur un certain nombre de ses mesures, sur l'individu. Parce que l'intitulé et le contenu de la motion qui demande l'impeachment sont quand même assez graves. Trahison, ça n'est pas rien. Parjure, ça n'est pas rien non plus. Par exemple, c'est pour la notion de parjure que Bill Clinton a subi un début de procédure d'impeachment qui n'est pas allé jusqu'au bout. Mais est-ce que ça ne pourrait pas le transformer en victime, puisque bon, une forme de chasse non, chasse à c'est ce qu'il dit, chasse aux sorcières. Moi, je ne le pense pas. Que ça conforte son électorat, sûrement, en disant il est attaqué, c'est meilleur. Tout le monde lui en veut. Voilà, tout le monde lui en veut. Mais ça, son socle électoral, apparemment, il n'est pas entamé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il ne progresse pas non plus. Il ne progresse pas non plus, mais il ne diminue pas vraiment. Absolument. Bon. Donc, il a ce socle-là qui se maintient. Donc, la procédure d'impeachment ne va pas changer ce socle-là. Mais elle ne va pas le faire grandir non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne va pas pour autant devenir la victime et attirer un certain nombre d'électeurs. Non, ce qui est effectivement tout à fait dans une stratégie ou tactique électorale, c'est effectivement mettre la lumière sur la personnalité de Trump, non pas sur ses succès contestable sur le plan économique. Sur le plan international, il n'a
aucun résultat. Alors que Trump avait pour tactique justement de diviser les démocrates. Le but de l'impeachment est de les rassembler. Donc tout ça est complètement, sont des manœuvres électorales ou préélectorales. Donald Trump évident. Qui n'a finalement pas serré la main d'Hassan Rouhani. La poignée de main historique entre l'Iran et les États-Unis, ce sera plus tard, peut-être. Et pourtant, Emmanuel Macron a tout fait pour jouer les médiateurs. Il a même tout donné pour qu'une rencontre ait lieu. Écoutez. Il appartient maintenant à l'Iran et aux États-Unis d'Amérique de se saisir de ces conditions et d'œuvrer ensemble pour redéclencher une dynamique. Je l'ai dit également l'un à l'autre, la France est à disposition et je considère que ce débat doit être amorcé entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Christian Macarian, Emmanuel Macron a l'air de mettre une énergie folle pour être un médiateur, pour être en première ligne dans ce dossier iranien. Pourquoi ? Oui, parce que la ligne diplomatique de la France, c'est la suivante. La France parle à tout le monde. Et même si nous avons rappelé dans une déclaration assez solennelle aux côtés du Royaume-Uni et de l'Allemagne que nous considérions que les 2 attaques contre les 2 raffineries d'Arabie Saoudite ont été lancées en Iran et que, je cite ce communiqué, il n'y a pas d'autre possibilité, donc c'est une accusation claire et nette. Macron donne aux États-Unis la solidarité qu'ils exigent et en échange, il essaie, pour citer ses propres paroles, de créer les conditions d'une reprise des négociations. C'est la ligne diplomatique de la France. Mais y a-t-il un intérêt sauf que c'est une pour ligne purement diplomatique. Parce que pour que les conditions soient réunies, il faut que les 2 protagonistes soient d'accord. Or, il y a un point de rapprochement possible, et il n'y en a pas 2. C'est la diminution ou l'inflexion sur les sanctions américaines infligées à l'Iran. Voilà. Tant que les Américains n'accompliront pas un geste dans ce sens, il ne se produira rien. Et le but des Iraniens est de frapper, au contraire, toute la région pour la déstabiliser et démontrer que si l'Iran est frappé par des sanctions, il est capable, en démantelant le marché ou le trafic pétrolier mondial, d'imposer ou d'infliger à sa manière des sanctions au petit pied. Mais c'est quand même une politique de méchanceté et de dialogue alterné qui est très typique de la diplomatie iranienne, en tout cas de ce régime-là. Alors, c'est très difficile à décrypter, mais la France essaie, là-dedans, de tracer sa propre voie pour se donner, honnêtement, un rôle international. Mais qui n'aboutit pas vraiment concrètement. C'est assez c'est difficile de penser qu'il peut aboutir. Alors, on pourrait dire, puisque ça n'aboutit pas, à quoi ça sert ? Il faut au moins tenter, il faut au moins essayer. Ce qui est important aussi pour les Iraniens, même si je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, c'est qu'ils ne vont pas subir les sanctions dans leur coin sans bouger et sans rien dire. Et qu'il faut essayer de faire monter la pression sur une crise internationale de façon à ce qu'on sache bien que les États-Unis les mettent dans une situation absolument extrêmement difficile, puisque c'est le pétrole et c'est essentiel à leur économie, et que ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est effectivement un jeu dangereux. On est sur la ligne de crête permanente. On avait déjà le problème dans le détroit d'Ormuz, où on a eu un certain nombre de tensions avec des bateaux, mais on en a eu d'autres sur Gibraltar, où il y a eu un bateau iranien qui a été arrêté par le Royaume-Uni. On voit bien qu'il y a tout un jeu qui est important. Bon, et puis, il y a eu les bombardements, sans doute par des drones venus des Houthis du Yémen, soutenus par les Iraniens. Donc, on a pu faire de déclaration. C'est Téhéran qui est à l'origine de ça. C'était même des missiles. Des missiles, pardon. Des missiles plus que des drones, oui. Mais c'est arrivé, et c'était directement des missiles c'est établi parce que... Le résultat est le même. Et ce qui est important quand même, c'est que les réactions face à ça ont été d'une certaine façon mesuré du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'on a quand même le fils du roi de l'Arabie Saoudite, Ben Salman, qui n'est pas dans une situation si confortable que ça. Pas du tout. Donc, il ne peut pas se permettre de jouer les matamors. Mais par ailleurs, on a eu une réaction des États-Unis qui a été relativement mesurée. Ah oui, bon, même si, il faut le dire,
les Américains ont renforcé leur présence militaire en Arabie Saoudite depuis cette affaire-là. Donc on est dans un jeu où là on peut effectivement parler d'escalade, et quand le président dit il suffirait que ça dérape avec quelque chose Une de malheureux. Là où les Iraniens étaient habiles, c'est de démontrer que les Américains n'iraient pas plus loin et qu'ils avaient touché les limites de leurs menaces. C'est là que le jeu peut se débloquer et que la France peut éventuellement jouer un rôle de médiateur intéressant. Deuxième thème de ce match, le retour au travail des parlementaires britanniques. Oui, c'est la suite du feuilleton du Brexit. La Cour suprême a annulé la suspension décidée par Boris Johnson. 15 jours que les députés n'avaient pas siégé. Le Premier ministre qui vient de vivre un nouveau camouflet. Que faut-il penser de cette situation britannique? Je vais vous poser la question dans un instant. On va peut-être d'abord demander au sénateur LR Ladislas Poniatowski qui est au micro de Tam Tranui en salle des conférences. Tam. Oui, Ladislas Poniatowski, d'ailleurs vous étiez rapporteur du projet de loi sur le Brexit par lequel la France prenait les mesures pour faire face à cette échéance. Alors tout d'abord, votre réaction à cette décision de la Cour suprême, est-ce que c'est un camouflet pour Boris Johnson? C'est une vraie paire de claques. Il a reçu une paire de claques énorme, mais je crois que ça ne change rien du tout. C'est pas parce qu'il a eu ce camouflet qu'il va changer son comportement. Depuis le début de cette affaire du Brexit, je considère que Boris Johnson joue au poker menteur. Ce qui est grave pour un Premier ministre. C'est-à-dire que c'est un jeu, ce qui est une honte, et il ne cesse de tricher et de mentir. Regardez le point de départ, c'est le vote du Parlement anglais demandant à son Premier ministre d'aller négocier avec les 27, avec Bruxelles, l'accord de départ en obtenant 3 mois supplémentaires de négociation. Il a dit oui, j'y vais, et il est allé. Il n'a rien fait. Il n'a rien proposé. Mais vous avez vu que et Michel Barnier et le président du Parlement européen ont déclaré que l'Angleterre n'avait fait aucune proposition, que le Premier ministre n'avait fait aucune proposition. Autrement dit, il ment au Parlement anglais, il ment à l'opinion publique anglaise. Le Premier ministre peut-il rester en place dans ces conditions, Boulou? Écoutez, lui, à mon avis, il restera. Mais la logique de n'importe qui de normal, et je pèse bien mes mots, aurait été, après la décision de la Cour suprême hier soir, de démissionner, bien sûr. Mais je pense qu'il démissionnera jamais. Alors, on est dans un grand moment d'incertitude autour du Brexit. Est-ce qu'il y a cette chose que l'on sait, c'est que désormais, il ne peut pas y avoir de Brexit sans deal. C'est le Parlement qui l'a voté désormais. Alors, je pense que le Parlement prendra des initiatives. C'est une des particularités très intéressantes du fonctionnement des institutions anglaises. Le Parlement a beaucoup plus de pouvoir que nous et peut prendre des initiatives. Alors lesquelles va-t-il prendre? On attend tous, on attend le discours de Boris Johnson dans quelques heures, même pas, quelques minutes. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Comme d'habitude, avec Boris Johnson, on est dans le brouillard complet. Ah bien, ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Merci beaucoup, Ladislas Poniatowski, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Tam, et à tout à l'heure. Quelqu'un de normal aurait démissionné, Christian Macarian, vous êtes d'accord? Sauf si ce quelqu'un de normal avait depuis le début en tête l'idée que la situation était inextricable et que seules de nouvelles élections pouvaient relancer la donne. Si Boris Johnson avait en tête de nouvelles élections, il ne s'y prendrait pas autrement, parce que c'est bel et bien ce qui va se passer. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ces nouvelles élections auront lieu après le rejet définitif de la notion de no deal par le Parlement ou si ça aura lieu avant. Donc là-dessus, il y a un débat très vif au Parlement britannique. Mais juste une leçon très simple. Monsieur Johnson a pris une responsabilité historique gigantesque. La crise qui était déjà politique et puis morale est devenue maintenant une crise institutionnelle. Oui. On a accusé Boris Johnson, et c'est probablement vrai, et ça fait partie des attendus de la Cour suprême, d'avoir menti à la souveraine, à la reine, la garante des institutions. Donc la monarchie est quelque part offensée par cette possibilité de mensonge. Deuxièmement, comme la reine a autorisé la suspension du Parlement, et comme la Cour suprême a déclaré illégale la suspension du même Parlement, ça veut dire tout simplement que la Cour suprême, pour la première fois dans l'histoire britannique, donne tort à la reine, laquelle reine n'aurait jamais voulu contrarier la Cour suprême. Donc, M. Johnson
allume des incendies partout où il passe et il met en péril les institutions britanniques, même s'il n'y a pas de constitution écrite. C'est ce pays qui a inventé le parlementarisme et ce qui se passe est très grave. Une crise extrêmement grave. C'est une crise extrêmement grave et ce qui est tout à fait remarquable dans les institutions, c'est que cette Cour suprême a montré sa totale indépendance. Parce qu'on pensait qu'elle aurait pu dire c'est illégal, mais sans aller jusqu'à effectivement condamner cet acte en disant le Parlement est souverain et c'est lui qui doit reprendre la main. Ça, c'est un changement qui est important, parce qu'il est déjà arrivé que la Cour suprême montre son désaccord, mais elle déclarait une illégalité sans aller jusqu'à dire ce qui devait être fait. Et ça, c'est à l'unanimité que ça a été fait. Et c'est dans ces institutions britanniques qu'on peut regarder quand même avec un certain respect. C'est un système parlementaire. Alors, il y a effectivement normalement l'égalité des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, avec cette décision, la Cour suprême fait du Parlement le cœur même des institutions britanniques. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la symbolique, moi je crois au rôle des symboles dans les situations politiques. Et le fait que la Cour suprême ait pu dire il a menti à la souveraine. Et que donc la souveraine, à cause de ce mensonge, a, comme vous l'avez rappelé, signé quelque chose d'illégal. Vous savez, pour des Britanniques qui sont quand même attachés à leur monarchie, même si c'est un rôle complètement, j'allais dire, secondaire, symbolique et tout. Mais si les symboles, on accepte qu'ils aient du poids, c'est quelque chose qui est important et qui peut être porté vraiment au discrédit de Boris Johnson. Et tout cela organisé et ourdi par un homme qui n'a pas de majorité parlementaire. Et surtout ourdi par un conseiller, et ourdi encore par un conseiller de l'ombre, Dominic Cummings, qui est aussi quelqu'un qui a fait campagne pour le Brexit et qui le pousse dans cette situation du no deal. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y aura des élections avant le 31 octobre, parce que Jeremy Corbyn n'a aucun intérêt à y aller maintenant. La chance qu'a Boris Johnson, c'est que les Anglais ne veulent pas de Jeremy Corbyn comme Premier ministre. Voilà. Et que donc, dans ces conditions, il peut espérer, avec un no deal très ferme, récupérer une partie des électeurs séduits par Nigel Farage, qui est sur une attitude très hostile à l'Union européenne depuis toujours, mais il va perdre tous les conservateurs modérés qui forment quand même la base de ce parti, qui était un parti conservateur, on va dire... Ce qui se passe sous nos yeux, c'est l'éclatement du bipartisme pluriséculaire qui a fait la gloire de la vieille Angleterre et du Royaume-Uni. Vous avez raison, mais d'un autre côté, le système électoral qui a été remis en question, il y a eu un référendum, les Anglais ne veulent pas en changer. Donc c'est important, parce que c'est ce système électoral qui conforte aussi le bipartisme. Allez, dernier thème de ce match, les dernières conclusions alarmantes du GIEC, les voici. La hausse du niveau des mers, actuellement 2,5 fois supérieure, ou en tout cas plus rapide qu'au XXe siècle. Protéger les côtes coûtera, écoutez bien, jusqu'à des centaines de milliards de dollars par an. Les cyclones vont devenir encore plus puissants et destructeurs. De nombreuses mégapoles seront frappées par une météo extrême tous les ans en 2050, le GIEC qui alerte sur des océans de plus en plus chauds. Écoutez. Au cours du XXe siècle, le niveau moyen des océans a augmenté d'environ 15 cm. Actuellement, il augmente 2 fois plus vite et le rythme va continuer à s'accélérer pour atteindre 1,10 m en 2100, selon nos projections, si les émissions ne sont pas significativement réduites. Alors, vous n'êtes pas des spécialistes du climat, donc ce n'est pas avec vous que je vais parler réchauffement climatique. En revanche, ce qui nous intéresse ce soir sont les conséquences géopolitiques du réchauffement climatique. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on s'y prépare? Ah, mais c'est très facile. Au sujet du climat, M. Donald Trump, président des États-Unis, a passé 10 minutes à l'ONU sur ce sujet précis. Pas plus. Donc, tant qu'il n'y aura pas c'est très cynique et c'est affreux à dire, mais malheureusement il n'y a pas d'autre constat à tirer, tant qu'il n'y aura pas d'intérêt politique à être plus vertueux en matière de climat, il n'y aura pas de changement. Soit c'est un intérêt politique, soit
c'est une catastrophe qui affolera les opinions publiques. D'où l'intérêt, si vous voulez... Quand même assez oui, mais ça modifie complètement le débat politique international de manière profonde. On a là la personnalité de Greta Thunberg qui est diversement appréciée, mais qui quand même exprime, à mon avis, une préoccupation très profonde et qui n'arrive pas à coaguler un pôle d'opinion qui emporterait, si vous voulez, comme un courant tout le débat politique, en tout cas des nations très développées, mais on assiste aux prémices, à travers Greta Thunberg et d'autres signes, d'un courant politique qui demande à se structurer et qui doit absolument prendre la parole. Sans quoi, il n'y aura aucune évolution au niveau des chefs d'État. Il faut, si vous voulez, la question climatique n'est pas encore arrivée sur le champ politique. Et ça, c'est très important. Je voudrais juste vous lire les propos de Jean-Michel Valentin, auteur du livre Géopolitique d'une planète déréglée. Il y a quelques mois, il avait accordé une interview au Figaro Vox. Il avait dit « Les printemps arabes ont été précédés par des hausses brutales des prix des céréales dues à la multiplication des sécheresses et des inondations sur les grands centres mondiaux de production céréalière en 2006, 2008 et en 2010 avec la canicule qui a affecté les récoltes russes et ukrainiennes. » Ça, c'est très concret. Ça veut dire que le dérèglement climatique a des vraies conséquences géopolitiques. Ah bah oui, il a déjà des conséquences géopolitiques. Il y en aura aussi sur les migrations. Parce que comme l'essentiel de la population est sur les côtes, et là où c'est le plus important, ce sera en Asie. Parce que c'est en Asie qu'on a les densités les plus élevées sur des côtes qui sont extrêmement basses. On va prendre le cas du Bangladesh, par exemple. Population de delta qui sont extrêmement nombreuses. Or, c'est en Asie que la production, effectivement, de gaz à effet de serre est la plus élevée à cause du charbon. Parce que c'est le charbon qui est de loin le premier producteur de gaz à effet de serre et de CO2. Et c'est pas là qu'on verra les choses s'améliorer d'abord. Donc l'Asie est véritablement un des enjeux, on va dire, géopolitiques, climatiques extrêmement importants. Alors, vous avez raison de citer Donald Trump. Si on veut se préoccuper du climat, il ne faut vraiment pas réélire Donald Trump en 2020 ou Bolsonaro de nouveau au Brésil. Mais vraiment, l'endroit où il risque d'y avoir le plus de dégâts et les populations pauvres, parce que ce seront elles qui seront les plus touchées, qui vont être mais vraiment massivement touchées, c'est en Asie que ça va se passer. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin encore et repassons par l'hémicycle. Quentin Calmet, vous suivez le débat au Sénat cette semaine. Il est question d'économie circulaire. On est très loin du consensus. Oui, loin du consensus. On est même complètement dans le clash, Rebecca, entre d'un côté la secrétaire d'État Brune Poirson et les sénateurs. Dans les deux camps, on s'est mutuellement accusés d'être à la solde des lobbies sur l'épineuse question dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours, de la consigne du plastique. Dans une interview, Brune Poirson a sous-entendu que les sénateurs défendaient les grands recycleurs. Et cela, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout plu à Hervé Moret, le président centriste de la Commission du développement durable. On l'écoute. Là, c'est purement et simplement diffamatoire. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, si on doit parler lobby, parlons-en. Parce que quand on a demandé au gouvernement une étude sur la consigne pour recyclage, qu'est-ce qu'on a eu à part une étude fournie par les producteurs de bouteilles? Et qu'est-ce qu'on a reçu ici comme demande insistante des lobbies? Eh bien, on a surtout reçu des messages de Coca-Cola nous expliquant combien votre dispositif était pertinent. Alors, ne parlons pas de lobby, s'il vous plaît. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre position réelle par rapport au travail que nous avons fait en commission, parce qu'encore une fois, on ne peut pas nous envoyer des fleurs à la tribune et nous envoyer des cailloux dans les médias. Voilà, elle était un peu obligée de répondre, la Brune Poirson, et vous allez le voir, elle a clairement cherché à faire retomber la pression. Je fais le choix de ne pas vous répondre, parce que vous savez comme moi que vous m'avez à plusieurs reprises invectivé dans les médias. À plusieurs reprises. Et monsieur, vous savez, Monsieur le Président, vous avez plus que tout, vous-même, comme priorité absolue et totale, parce que vous êtes un sénateur depuis très longue date, la défense des collectivités territoriales. Et je pense qu'aujourd'hui, pour commencer les débats, c'est précisément là-dessus que nous devons nous concentrer. Et je sais, Monsieur le Président, combien vous avez ça à cœur, et combien, ensemble,
vous allez vouloir diriger les débats en ce sens. Je n'ai pas de double langage. J'ai la naïveté de la sincérité. Voilà, Rebecca, depuis beaucoup de débats sur le fond, sur l'obsolescence programmée, sur l'enseignement de la réparation des petits objets à l'école par exemple. Mais ici en tribune de presse, les observateurs notent la discrétion de Brune Poirson sur le banc des ministres. Il reste encore 500 amendements sur les 705 qui ont été déposés. Quentin Calmet en direct de l'hémicycle pour Public Sénat. Merci infiniment Quentin. Place au grand débat maintenant. On va prendre le temps de parler d'immigration. C'est le sujet que le chef de l'État a décidé de mettre au menu de cette rentrée. Évidemment, il suscite des réactions fortes, tranchées. Il donne aussi lieu à quelques fantasmes. On va essayer de démêler le vrai du faux. On a une demi-heure pour le faire. Un point d'abord sur les intentions de l'exécutif et les réactions avec Cécile Sixou. Renforcer les conditions de regroupement familial, rendre la France moins attractive ou encore augmenter le nombre de places en centre de rétention. Voilà quelques-unes des pistes que le gouvernement compte présenter aux parlementaires la semaine prochaine lors du débat sur l'immigration. Un durcissement de la politique migratoire assumé par Emmanuel Macron qui s'est exprimé en marge du sommet de l'ONU à New York. Pour lui, il s'agit d'accueillir moins, mais mieux. Nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Enfin, c'est pour moi le défi qu'on s'est fixé. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Pour les sénateurs de droite, de telles annonces, à peine un an après le vote de la loi immigration, ne sont que le constat de son échec. Je me méfie des propos d'Emmanuel Macron parce qu'au bout d'un peu plus de 2 ans de pouvoir, on commence à mieux le connaître et je pense que là où il est le plus fort, c'est en communication. Il y a un an, nous l'avons rejeté au Sénat, mais a été promulguée la loi d'Emmanuel Macron sur l'asile, l'immigration. Il y a juste un an. Et nous l'avions prévenu que cette loi donnerait rien. Regardons le bilan d'Emmanuel Macron en 2018. Jamais autant de demandes d'asile, plus 22% d'ailleurs en provenance d'autres pays européens. Il n'y a que 10% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Et 256 000 titres de séjour. Échec d'une politique migratoire. Pour la sénatrice écologiste Esther Benbassa, le président instrumentalise le débat sur l'immigration à quelques mois des municipales. Là, avant les élections, il fait des clins d'yeux un peu trop voyants vers la droite. Alors, écoutez, il faut peut-être arrêter avec ça. J'ai lu les mesures, mais enfin, c'est une marche arrière, vraiment en arrière, qui est inadmissible. Emmanuel Macron s'est en revanche dit favorable au maintien de l'AME, l'aide médicale d'État, que certains dans son camp proposaient de supprimer. Allons plus loin donc dans le grand débat avec nous ce soir. François Grosdidier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR de la Moselle, membre de la commission des lois. Sacha Houlié, bienvenue, député La République En Marche de la Vienne, membre de la commission des lois. Marianne Lagrue, bienvenue. Vous êtes experte au comité migration du Conseil des barreaux européens. Et Bernard Jomier est également avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sénateur de Paris, apparenté au groupe socialiste. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Sacha Houlié, Emmanuel Macron persiste et signe, et j'ai même envie de dire, il durcit le ton. Est-ce que vous assumez toutes les paroles présidentielles de ces derniers jours et de ces dernières 24 heures? Qui persiste et qui signe par rapport à ce qu'a été la loi de l'immigration, ça je confirme. Qui durcissent le ton, j'en suis pas certain. D'abord, quel est le contexte dans lequel on va débattre? Quels ont été les textes qui ont été promis ou adoptés? Et puis, qu'est-ce qui va venir à l'Assemblée? Le contexte, c'est celui, finalement, d'une situation dans laquelle il y a une attention particulière des Français sur tous les sujets régaliens, pas seulement sur l'immigration, pas seulement sur l'asile, mais sur d'autres questions également, sur lesquelles nous avons apporté d'autres réponses, notamment sur des questions de sécurité. Et sur ce sujet, nous avons adopté plusieurs textes. Vous avez la loi Asile-Immigration qui facilitait le regroupement familial, c'est vrai, qui durcissait certaines autres conditions dans le cadre des raccourcissements de certaines procédures ou de rétention, et puis qui, surtout, faisait plusieurs promesses en termes d'intégration, soit avec des cours de français qui étaient renforcés, soit avec un accès au marché du travail. Tous ces textes, ils sont en déploiement, ils n'ont pas donné leur pleine mesure et il s'agit Emmanuel à ce Macron stade... a lui-même l'air de dire que c'est un échec, que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'a dit précisément le président de la République et si c'est ce qu'il dit... Alors, moi j'ai ces mots sous les yeux. Si c'est ce qu'il dit, moi je me permets d'être un peu plus mesuré, si vous permettez, dans la mesure où j'estime que beaucoup de décrets d'application n'ont pas eu lieu, n'ont pas été pris, dans la mesure où le texte de la loi Asile-Immigration, il doit être très largement déployé, puisque les chiffres dont on parle, qui sont ceux de 2018, 132 000 demandes d'asile, eh bien d'abord, on constate qu'il y a plus de protection.
Donc c'est des demandeurs qui viennent pour quelque chose, ici ils sont plus protégés, et que s'il n'y a pas de reconduite, comme le dit le président de la République, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de laissez-passer diplomatique des pays dont sont issus ces demandeurs, et donc qu'il faut s'interroger aussi sur la politique internationale davantage que sur la politique nationale. Je rappelle juste les mots du chef de l'État avant de vous donner la parole, François Grosdidier. C'était un tableau que je comptais mettre en deuxième partie, mais le voilà. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Que s'est-il passé depuis l'élection présidentielle? On a eu une très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Il y a pas mal de regrets et même un sentiment d'échec là. Hein. Oui, il y a un sentiment d'échec parce que l'échec est patent. Alors effectivement, il faut qu'il y ait débat. Moi, je m'étonne déjà de ceux qui ne voudraient qu'on n'en débatte pas au Parlement. Les Français en débattent eux-mêmes dans la rue, de la pire façon dans les réseaux sociaux parfois. Il faut en débattre, il ne va pas y avoir de questions taboues. Ensuite, entre une extrême gauche qui voudrait une immigration complètement libre, une gauche qui finalement veut à peu près la même chose quand on rentre dans le détail de ce qu'elle propose, ne propose pas, et une extrême droite qui refuse toute immigration, à la limite, les républicains et les marcheurs, les républicains et les marcheurs ont en commun de vouloir maîtriser l'immigration, en tout cas de le dire. La différence entre nous, c'est qu'on le veut vraiment, c'est-à-dire qu'on voudrait que ça rentre dans la réalité, et que tout ce qu'on avait proposé lors du précédent texte consistait non pas à changer radicalement les principes ou les équilibres, mais ça consistait à rendre effectif le droit. Parce que confronté avec Perrin du terrain, on sait bien, par exemple, que 90% des déboutés du droit d'asile restent ici. Alors je suis désolé, les déboutés du droit d'asile doivent repartir. On ne doit pas réduire les 10% qui sont acceptés pour de bonnes raisons. Mais donc les 90 doivent partir. Et toutes nos propositions consistaient en des mesures très précises, parfois très techniques, pour permettre que le droit soit effectif. Vous les avez rejetées. Oui. Et maintenant, vous vous étonnez, le président de la République s'étonne de ne pas maîtriser la situation, et il l'avoue. Parce que je rappelle encore les mots, parce qu'ils sont importants. Nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Ce sont les mots du chef de l'État. Bernard Jomier, est-ce que vous constatez un durcissement dans la parole du chef de l'État et peut-être dans les intentions? Il s'en prend même à l'Europe. Aujourd'hui, on est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France. Nous devons accélérer la refonte des règles de Schengen et de Dublin. Ce que je constate, c'est que ça godille sec. D'abord, pour un sujet tabou, c'est quand même celui qui a été le plus traité au Parlement depuis 15 ans. C'est une inflation législative, on légifère sans arrêt sur ces questions liées aux migrations. Et on n'a pas le temps d'appliquer complètement une loi, et encore moins de l'évaluer, qu'il y en a une autre qui arrive, et comme ça suffit toujours pas, entre deux, on remet le débat sur la table. Donc c'est totalement déraisonnable pour une question qui est une vraie question, une question sérieuse, qui se pose à tout pays, celle des mouvements migratoires. Ce n'est pas un phénomène particulièrement français ni européen, vous le savez. Et avec la crise climatique, c'est un mouvement qui va en plus probablement s'accroître structurellement. Donc, bien sûr, on peut parler de la question. Mais pourquoi en parler et pour dire quoi? Moi, je constate que le débat a été ouvert sur l'AME. Maintenant, le chef de l'État dit qu'il ne veut plus y toucher. Mais tout l'été, le gouvernement, les services ont travaillé sur la question de l'AME, les associations, aide médicale d'État, les soins aux étrangers en situation irrégulière. Sujet ancien. Donc tout l'été, le sujet a été travaillé. Le délégué général du parti majoritaire a fait des déclarations désastreuses sur la question, sur l'histoire des prothèses mammaires, qu'il a retirées. D'ailleurs, après, non mais je dis, c'est une cacophonie. On n'avance pas un fait qui est que les femmes se feraient rembourser des prothèses mammaires comme ça pour être pédalées. Tout ça dit qu'il y a une cacophonie et une gestion qui est vraiment à la godille. Et c'est grave dans le débat public. Je vais vous laisser répondre, Sacha Houlié, mais on termine quand même ce tour de table avec vous, Marianne Lagrue. Oui, je vous remercie. D'abord, je vois encore beaucoup de confusion, puisqu'à la fois on parle des migrants, de l'immigration et des réfugiés. Or, ce sont des cas différents. Je préfère qu'on parle soit des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui doivent donc être exclus d'un certain nombre de règles qui sont propres à la demande de régularisation d'un certain nombre de personnes qui viennent en France pour travailler, pour rejoindre leur famille, pour y vivre, ce qui n'est pas la même problématique que celle des réfugiés. Et malheureusement... Vous, les responsables politiques mélangent un peu tout? Bien sûr. Vous nous ferez le temps de distinguer, mais on distingue les catégories. D'accord, mais là, à entendre les trois points de vue, j'ai entendu parler simultanément à la fois d'intégration, à la fois de réfugiés, à la fois d'immigration économique. Or, ce n'est pas la même chose. Il est vrai que la confusion
existe au moins depuis 2005, depuis qu'on a créé un code qui veut intégrer les lois propres à l'immigration dite économique, bien que je n'aime pas ce terme, et les réfugiés. Depuis Sarkozy et autres hortefeux, ont fait l'amalgame. Dans leur même discours, vous entendrez parler d'immigrés et de réfugiés. Alors, pour en revenir à ce que dit Emmanuel Macron, est-ce que vous constatez un durcissement? Alors, je ne vais pas défendre la loi du 10 juillet 2018, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Je ne sais pas, cela dit, comment il peut constater qu'elle a été suivie ou pas, puisqu'on n'a pas de recul. Nous avons un grand nombre d'avocats au sein des associations et des syndicats critiquer les réformes de la loi qui viennent compliquer non seulement le système juridique, administratif ou devant la Cour nationale de droit d'asile, alors que le discours finalement des députés, des sénateurs n'a de cesse de dire, ce discours, que on complique, nous les avocats, la procédure. Or, ce sont les textes mêmes des décrets, des lois qui viennent ajouter et créer une espèce de machine à gaz encore plus complexe pour les demandeurs d'asile d'un côté, mais aussi les demandeurs à rester en France. Sacha Houlié, puis François Braudel. Juste sur d'abord les différentes catégories, même si je pense que faire des catégories, c'est toujours un peu discriminant et pas forcément utile, mais les catégories, c'est que il y a les gens qui demandent, il y a les gens qui demandent des titres de séjour, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, et là on est dans le cadre du titre de séjour dit normal, des 250 000 demandes annuelles, soit on est dans le cadre des demandes d'asile, et donc là on demande une protection de la France qu'on s'estime persécutée dans son pays, et donc là on a 130 000 demandes en 2018, qui est une demande qui est vraie en augmentation. Ce que dit le chef de l'État, c'est qu'on a une demande qui est en accroissement sur les demandes d'asile, donc de protection, et que cette demande ne serait pas toujours justifiée, parce que en dépit du fait, et ça c'est absolument vrai, qu'on protège plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont besoin de cette protection, eh bien il y a des catégories de personnes qui relèvent de pays qui seraient plus sûrs. Il cite notamment l'Albanie et la Géorgie, dans lesquels on aurait moins besoin d'accorder la protection. Et qu'à partir de là, on a dans le fonctionnement un engorgement de tout ce qui est la procédure dédiée aux demandeurs d'asile, qui fait que ça nous pose des problèmes, parce qu'à la fin, non seulement on héberge mal, mais ensuite on intègre mal, parce que lorsqu'on a décidé de donner ou de ne pas donner des papiers, eh bien tout se construit ensuite. Le mouvement ne s'arrête pas au moment où on donne des papiers, où on donne une protection, mais il faut pouvoir héberger. D'ailleurs, on héberge sans condition, donc on héberge dès le départ, mais surtout apprendre le français et ensuite pouvoir trouver un travail, ce qui est aujourd'hui très difficile en France. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être dans le débat, on pourrait peut-être s'interroger sur dans ce qu'on a créé, dans ce qui préexistait ou dans ce qui continue à être développé, qu'est-ce qui fait que tout cet engorgement, tout ça dysfonctionne encore et qu'on ne parvient pas au résultat qu'on a pourtant promis aux Français. Alors peut-être que pour répondre à cette question, ça nous amène au point que vous avez abordé, Bernard Jomier. Emmanuel Macron s'attire les foudres de pas mal d'opposants depuis qu'il a remis ce sujet sur la table, et du coup l'exécutif le répète partout, ce sujet ne doit pas être tabou. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Édouard Philippe, hier au Sénat, l'a répété. Écoutez. Parler de l'immigration n'est pas un gros mot et n'est pas un petit sujet. Nos concitoyens en parlent, nos concitoyens vivent cette question, ont des avis à formuler, ils sont parfois divers, souvent contradictoires, ils sont parfois empreints d'angoisse ou de colère, ils sont parfois empreints d'espoir et d'ouverture, mais Monsieur le Président, imaginez que ce débat n'est pas au centre des préoccupations, me semble méconnaître assez largement la réalité de ce qui se passe dans l'opinion publique. Alors, reste à bout de parler d'immigration. On va poser la question au sénateur socialiste, lui aussi, Jérôme Durain. Il est à vos côtés en salle des conférences, notre ami. Oui, Jérôme Durain, est-ce que l'immigration est un sujet tabou, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron? Et puis, Édouard Philippe, hier dans l'hémicycle, disait aussi que parler d'immigration, ce n'était pas un gros mot. Non, c'est ni un gros mot, ni un sujet tabou. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un sujet prioritaire? Est-ce que les Français ont envie qu'on parle de cela? On nous dit que c'est dans les préoccupations, je crois qu'il y a un sondage qui a été fait, première des Français, et quand on regarde le sondage, on voit que c'est 7 ou 8e sujet. Donc parler de ça, ça permet surtout de ne pas parler d'autre chose. Est-ce que pour vous, donc, le gouvernement, en organisant un tel débat, a des visées autres, des visées politiciennes? On a beaucoup dit, bien sûr, qu'ils regardent vers leur droite. Oui, ce sont des visées politiciennes. Je retrouve la stratégie qui a été mise en œuvre à l'occasion des élections européennes, c'est-à-dire qu'on construit dans ce pays un combat exclusif entre le camp du président de la République et l'extrême droite.
Et l'immigration est le sujet idéal pour venir se positionner sur ce terrain-là. Je trouve ça extrêmement dangereux et à force de jouer avec le feu, on risque de se brûler. Oui, est-ce qu'en même temps, ne pas parler d'immigration a porté ses fruits, hein, ça n'a pas permis non plus de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser en termes de politique migratoire et ça n'a pas permis non plus d'endiguer la montée de l'extrême droite. Très bien, mais est-ce que c'est le seul sujet que la montée de l'extrême droite par rapport à l'immigration? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sociétal dont on peut parler effectivement sans tabou, justement, objectivement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des réflexions claires sur le sujet, avec des chiffres qui sont étayés? Est-ce qu'on peut en parler autrement qu'en disant l'aide médicale d'État, c'est fait pour faire des prothèses mammaires? Il y a beaucoup de contre-vérités. Les mots de Stanislas Guérini. C'est terrible. Qu'un représentant du parti gouvernemental reprenne à son compte des fake news comme cela, ça n'honore pas le débat et ça ne sert pas un débat de société qui mérite d'être conduit à d'autres moments sans doute et sur un autre ton. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il est quand même possible d'avoir ce débat apaisé? Manifestement, vous appelez plutôt un débat apaisé de vos voeux. Alors dans la majorité, malgré ces mots que vous avez racontés, ils disent aussi que c'est un débat apaisé, qu'ils veulent un débat annuel sur le sujet. Moi, je pense que ça part mal. Nous, on est responsables, nous sommes républicains, on va jouer le jeu. Je trouve que la façon dont le débat a été amené n'est pas la bonne, en imaginant que la France prenait plus que sa part au niveau européen. On sait que ça n'est pas vrai. Et si on a un débat avec d'autres pays, on risque d'avoir à prendre plus notre part encore. Donc je pense que le débat, on l'aura, mais qu'il aurait fallu l'amener dans d'autres termes et avec d'autres ambitions. Bien, le débat, en tout cas, il aura lieu la semaine prochaine au Sénat. Merci beaucoup, Jérôme Durin, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. François Grosdidier, pourquoi c'est si compliqué de parler d'immigration en France? Et parce que beaucoup sont sur des positions absolument idéologiques. Vous voulez dire, entre la gauche qui veut une immigration libre, même quand elle ne le dit pas comme ça, en tout cas dans les faits, et par ailleurs l'extrême droite qui n'en veut aucune. Bon, ensuite, on a des discours qui sont en complet décalage avec la réalité. Enfin, dans quel autre domaine accepte-t-on, par exemple, on parlait des 90% de déboutés du droit d'asile qui restent en France, quoi. Dans quel autre domaine on accepte 90% d'inexécution d'une décision? Bon. Par ailleurs, on a une immigration économique qui n'est pas du tout maîtrisée, mais enfin une politique depuis longtemps réclame un débat et effectivement des quotas, qu'on détermine quelle est la population qui est intégrable professionnellement pour organiser une immigration qui permette l'insertion professionnelle. Et pour moi qui ai vécu dans le bassin sidérurgique, c'est ce qui permet en général l'intégration culturelle et l'insertion sociale par le travail. Et ça fait des années que tout cela bloque. Et même, je reviens sur l'aide médicale d'État, on n'est pas supprimée, remplacée par une aide médicale d'urgence. Si effectivement le ministre a pris malencontreusement une fake news pour le reporter, pour moi qui discute souvent avec les services de la préfecture, voit comment on invoque souvent des pathologies pas évidentes, je dirais, à démontrer, qui réclament d'ailleurs des thérapies sur le très long terme et qu'on invoque l'un ou l'autre de la fratrie successivement et que l'AME, autant nous sommes pour une aide médicale d'urgence, il s'agit de ne laisser personne mourir et ni même souffrir dans les territoires, mais il faut être très réaliste sur aujourd'hui tous les modes de détournement. De la même façon que moi cela me choque, que l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile continue à être versée pour les déboutés qui refusent de partir et qui ont épuisé toutes les voies de recours. Et on refait le tour de table. Sacha Houlié, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire surtout que sur ces sujets-là, sur l'exécution des décisions, ça ne relève pas de décisions françaises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a eu une décision qui est une décision ou de l'OFPRA ou de la CNDA, qui est une décision de rejet ou de la demande de protection au titre de l'asile. L'exécution, il faut avoir un titre de réadmission, un laissez-passer diplomatique du pays qui est... Il faut conditionner l'aide au développement, justement, par l'acceptation et bien des retours au pays. Vous ne le faites pas. Attendez, d'abord, c'est un débat qu'on va avoir. C'est précisément peut-être l'objet du débat. Mais dire que... par une mesure, mais dire que c'est par une mesure nationale qu'on trouvera des solutions diplomatiques bilatérales. C'est absolument faux. Et par ailleurs, j'ai pas dit ça. Je dis simplement, dans les négociations qui sont celles que le qu'il faut ministre de l'Intérieur conditionner l'aide au développement par l'acceptation au retour des pays que nous aidons. Dans les négociations que le ministre de l'Intérieur conduit aujourd'hui avec les autres pays dans lesquels on a des pays d'émigration, eh bien, ces négociations qui sont faites. Par ailleurs, j'entendais également le sénateur socialiste qui disait que nous pourrions avoir un débat européen sur les aides et sur les pays qui accueillent. Nous pouvons l'avoir, oui. Je précise que sur les débarquements de bateaux humanitaires, la France est le pays qui accueille le plus
de personnes issues des bateaux humanitaires. Ce qui est d'ailleurs tout à notre honneur. Vous abordez un il faut sujet s'en qui est sensible, hein, Marianne Lagrue. Oui, alors sur les bateaux humanitaires, je crois qu'on a vu cet été que la France n'était pas la plus rapide à prendre des décisions pour accueillir précisément les personnes qui étaient en mer et qui restaient en mer et sur ces bateaux dans des conditions désastreuses. Donc non, je ne crois pas que la France se soit honorée, pas plus qu'elle ne s'est honorée lorsque Angela Merkel a eu le courage de prendre des décisions d'accueillir il y a quelques années, pas si longtemps que ça, un certain nombre de demandeurs et de personnes qui voulaient se réfugier en Europe. Si un certain nombre de pays autres et voisins à l'Allemagne d'Europe avaient eu le même geste et le même message politique, oui, mais qui n'a pas été suivi des faits et finalement il avait peut-être salué à l'époque, mais qu'il ne concrétise pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit, pour aborder un autre thème, qu'on administre en quelque sorte la frontière anglaise. Macron n'est pas revenu sur l'accord du Touquet concernant la frontière côté française, mais qui est la frontière pour les Anglais, de même qu'on ne revient pas sur les problèmes frontaliers à la vallée de la Roya entre l'Italie et la France. Tout cela, ça pouvait être une réponse qui n'a pas été apportée aujourd'hui. Un mot sur les 90%. On dit toujours 90% de déboutés ne sont pas renvoyés. Franchement, on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. Alors, vous dites, ne faisons pas d'idéologie. Moi, je me souviens d'un grand avocat qui disait « le fait fait le droit ». Eh bien, si le fait fait le droit, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un grand nombre de personnes étrangères qui résident en France travaillent en France, sans titre de séjour, il faut le dire, sans titre de séjour, mais qui servent à l'économie française et dont on sait qu'on ne peut pas se passer. On le sait dans le domaine des chantiers, on le sait dans le domaine de la restauration. D'où un débat sur l'immigration économique et ça va être réglé par l'immigration économique autorisée. C'est la raison pour laquelle je reprends votre terme d'idéologie, alors qu'il me semble que les hommes politiques doivent quand même défendre une certaine idéologie. Sinon, je me demande pourquoi on les élit. Mais en tout cas, nous sommes sur ces constats-là que malheureusement, les consignes qui sont données à l'administration française et notamment préfectorale est malheureuse parce que un constat est fait, c'est qu'un grand nombre de personnes en situation irrégulière, certes, travaillent en France, travaillent clandestinement, au lieu de faire l'objet d'une immigration légale, autorisée, permettant un travail légal. Mais non, personne qui les remplace, venez dans mon cabinet, venez dans d'autres cabinets, vous verrez qu'un grand nombre de personnes... Si vous autorisez l'immigration pour répondre à ces postes. Moi, j'autorise rien. Mais vous voulez l'anarchie totale. Alors, vous l'avez compris, quand on parle d'immigration, on parle souvent chiffres. C'est ce qu'a fait aussi hier Brice Hortefeux sur notre plateau. L'ancien ministre de l'Intérieur est venu avec des chiffres, beaucoup de chiffres et des chiffres très précis. Écoutez. Prenez les demandeurs d'asile. On était en 2012 à 66 000. On est à 123 000 aujourd'hui, une augmentation de 100%. Et si vous faites en réalité le total avec une estimation globale du nombre de clandestins, ça veut dire que chaque année, il y a près de 400 000 migrants qui arrivent sur le territoire français. Ça veut dire que, et encore une fois, je ne pourrais pas être démenti là-dessus, et ça veut dire que sur le quinquennat, il y aura en réalité autour de 2 millions de migrants supplémentaires qui seront arrivés sur le territoire national. Alors, il dit qu'il ne pourra pas être démenti. Moi, sur ce plateau, j'entends « oh bah si ». Alors peut-être Bernard Jomier, ensuite je vous laisse la parole. Mais Brice Hortefeux est coutumier du fait. Il lance des chiffres, on l'a connu quand il était ministre de l'Intérieur, qui sont tout à fait inexacts. Et après, il passe à autre chose et il continue. Moi, je vois juste que là, il vient abonder dans le sens de la nécessité de relancer ce débat. Moi, je crois qu'il y a 2 points sur lesquels on pourrait essayer de se mettre d'accord et qui au moins feraient avancer la problématique. 1, la politique d'intégration, qui n'est pas suffisante à l'heure actuelle, et ça a été largement démontré, notamment par des députés du parti majoritaire, compris. Et qu'on a amélioré. Qui s'améliore doucement, mais qui est à un niveau qui n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et les dispositifs d'intégration, s'ils étaient, on va dire, améliorés de façon significative, permettraient, il me semble, d'apaiser la situation. Deuxièmement, un deuxième principe sur lequel il faudra appliquer réellement, c'est le principe d'humanité, que le chef de l'État a rappelé. Mais en même temps, dans les rues de Paris, la ville dont je suis élu, il y a toujours des centaines, quand ce n'est pas des milliers de personnes, qui dorment à la rue
et avec une jurisprudence de l'État qui est en gros de laisser les choses quasiment en l'état depuis maintenant plusieurs années. Donc, si on appliquait au moins ces principes-là, on pourrait arguer de la bonne foi de l'ouverture du débat, et non pas ce qui se passe, c'est-à-dire que le sentiment est donné de la volonté de rouvrir ce débat pour des raisons qui sont purement politiciennes. Sacha Houlié, vous répondez peut-être à Brice Hortefeux, mais aussi à Bernard Jomier sur l'intégration. Oui, parce que dans ce qui est dit, il y a trois choses. D'abord, sur ce que dit Brice Hortefeux, il mélange un peu les choux, ce chiffre est faux, vous les choux et les carottes. 2 millions d'étrangers sur tout l'ensemble du quinquennat, sur une année, on a bien 250 000 demandeurs de titres de séjour ou titres de séjour, mais qui sont renouvelés d'année en année. Donc déjà, on ne peut pas compter on peut pas les additionner d'une année sur l'autre. Et puis 130 000 demandeurs d'asile, dont on sait que certains sont déboutés et qui retournent chez eux, et d'autres sont régularisés, donc ils ne sont pas clandestins puisqu'ils sont régularisés. Donc déjà, il y a des choses qui sont totalement fausses, qui sont dites à ce sujet. Et puis par ailleurs, ce que ne dit pas Brice Hortefeux, c'est qu'on est à 37% de taux de protection. Sur les demandeurs d'asile, sur les 120 000, on protège plus d'un tiers d'entre eux. Ça veut dire qu'ils viennent là pour une raison, ils ont besoin d'être protégés. Et puis c'est des flux secondaires européens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne, leur demande a été traitée ou non par un pays de l'Union européenne, qui a eu des aides ou non de l'Union européenne pour cela. Et ça, on peut aussi se poser la question, puisque nous, la France, on protège et on prend plus de flux au moment de l'année 2019. Alors, les pays qui ne font rien, qui ferment leurs frontières et qui ne veulent plus personne, comme le sont la Hongrie, comme le sont la République tchèque, comme le sont la Pologne, pourquoi ils touchent encore des subventions de l'Union européenne ? Ça aussi, on peut se poser des questions. Et c'est peut-être à ça que servira le débat. Et sur ce que vous venez de dire... L'intégration ? Sur l'intégration, il est vrai qu'on est encore loin du compte. On est à 400 heures de français financées quand il en faudrait parfois 600. On est avec un plan d'investissement dans les compétences qui, aujourd'hui, sur l'apprentissage ou sur l'alternance, pourrait encore aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on a amorcé des pompes qui ne sont pas encore à plein régime. Quant à la situation dans les rues de Paris et dans certaines des grandes villes de France, mais de villes de taille intermédiaire, c'est précisément ce qui choque nos concitoyens. Ce qui choque nos concitoyens, ce n'est pas nécessairement la présence de personnes qui sont d'origine étrangère, mais c'est les campements qui, dans l'imaginaire collectif, renvoient à une situation d'insécurité parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, d'insécurité parce qu'ils se sentent visés alors que les personnes sont en une très grande précarité et ne sont pas là pour atteindre leur personne. Et c'est précisément pour ça que la question est sur le tapis. Très bien que vous parliez des Français, parce qu'on va peut-être regarder ensemble, il nous reste quelques minutes, ce sondage Ipsos, paru il y a 10 jours, et je vous laisse réagir, François Grosdidier. 60% des Français interrogés voient les migrants comme une menace. 65% estiment que les accueillir n'améliorera pas la situation du pays. Enfin, 45% des sondés pensent que l'arrivée des migrants prive les Français de services sociaux. Alors, double question, François Grosdidier, comment vous percevez ces chiffres? Est-ce qu'ils sont dus, là aussi, à des discours comme celui de Brice Hortefeux qui nous annonce 2 millions D'abord, il se base sur des réalités quantifiées. 2 millions d'étrangers que cela ne plaise ou pas. Attendez, on a par exemple une croissance exponentielle des demandeurs d'asile en provenance de l'Albanie, qui est un pays sûr. Donc je sais, dans mon département d'ailleurs, où toutes les mafias sont organisées pour utiliser les procédures, à tel point d'ailleurs que le gouvernement français a exigé l'envoi d'un officier de police roumain pour démanteler ces filières parfaitement organisées. Donc ces phénomènes sont conscients, même si les associations, les gens comme vous, veulent maintenir le tabou. Deuxièmement, pour l'intégration, oui, bien sûr, mais l'intégration, c'est à la fois des exigences, des droits, des devoirs, mais aussi simplement l'enseignement de la langue. J'ai été maire très populaire d'une ville qui contenait plus de la moitié de population d'origine étrangère. Je devais, ces dernières années, y compris sous le gouvernement socialiste, financer avec les fonds de la politique de la ville communaux l'alphabétisation, parce qu'on ne le fait même plus, parce qu'on n'a pas assez de crédit, justement, ne serait-ce que pour alphabétiser les enfants et les parents qui arrivent dans des classes où ils ne comprennent pas un mot de français. Donc effectivement, il y a un effort extrêmement fort à faire sur l'intégration, mais ça n'empêche pas qu'il faut que le droit soit respecté. Et si on veut que les Français n'aient pas ce sentiment, il faut qu'ils aient au contraire celui que l'on maîtrise la situation. La maîtrise de la situation, ça veut dire que tous ceux qui doivent être accueillis parce que ce sont des gens qui risquent la mort ou d'être persécutés dans leur pays, doivent être accueillis. Alors, mais les 90% qui ne le sont pas, de déboutés, doivent être reconduits dans leur pays. Et en matière d'immigration économique, qui est nécessaire dans cette branche professionnelle, il faut qu'elle se fasse de façon légale. On demande avant, on organise l'immigration, et on ne légalise pas a posteriori des situations qui feraient qu'on encouragerait en fait les pratiques illégales. On organise les choses dans la loi.
C'est ce que demandent les Français et ça ne veut pas dire se fermer au reste du monde. Je vais essayer de répondre en disant qu'il n'y a pas de tabou sur l'Albanie. L'Albanie, c'est un pays qu'on dit d'origine sûre, juste pour expliquer que ça signifie que, soi-disant, c'est un pays démocratique. Et donc, les Albanais, demandeurs d'asile, réfugiés, n'ont pas le droit à la même procédure que les réfugiés qui viennent de pays qui ne seraient pas sûrs. Ce qui est un contresens, puisque la Convention de Genève commande une analyse personnelle des persécutions. Donc la notion de pays d'origine sûre ne devrait pas exister, puisque de toute façon, l'examen est personnel, que vous veniez d'un cas par cas. C'est du cas par cas. Les Albanais, examiner. vous parlez de mafia. On n'ignore pas qu'il y a de la mafia en Albanie. On n'ignore pas que pour passer en France, que vous veniez de Guinée, du Congo ou du Bangladesh, ou d'Albanie ou de Russie, eh bien, vous avez effectivement un certain nombre de personnes qui sont obligées d'avoir accès aux passeurs. On le condamne. Mais pourquoi? Mais c'est parce que, précisément, il n'y a pas de politique d'accueil des réfugiés. Et un certain nombre d'Albanais doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiés en raison des violences qu'ils subissent et de l'absence de protection en Albanie. Ce sera donc le mot de la fin. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé. Il nous faudrait évidemment de très longues minutes encore pour continuer d'en discuter, mais on y reviendra sur Public Sénat, vous inquiétez pas. Demain, 7h30, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini pour Bonjour chez vous. L'invité sera Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires. Bonne soirée sur Public Sénat.